Les invités que nous recevons cet après-midi ont été séquestrés. Pendant des centaines de jours, ils ont été otages de dangereux ravisseurs. Ils me balancent comme un sac de patates dans le coffre d'une voiture fermée. Là, c'est la plongée dans le cauchemar. Avec son confrère journaliste, Georges Malbruno couvre la guerre en Irak. En août 2004, les deux hommes circulent sur la route quand soudain, deux voitures les encerclent. Il nous braque, tac. Moi, il me dit, tu vas dans le coffre. Il y a un de nos geôliers qui nous dit, on juge, exécution ou négociation. Pour mieux vivre sa captivité, Georges tente de prendre de la distance avec sa détention. Mais un jour, le ton de ses geôliers se durcit. Il joue avec nos nerfs, il joue avec les nerfs des autorités françaises. Il y avait la perspective de mourir qui m'étreignait, quoi. Vincent travaille pour une ONG dans le Caucase lorsqu'il est enlevé au pied de chez lui. Interrogé et battu, Vincent est enfermé dans une pièce plongée dans le noir, 24 heures sur 24. On me donne des coups de poing, ils donnent des gifles, on me fait tabasser au sol par les gardes. Les images défilent, les images de la vie qu'on laisse derrière. Pour survivre, Vincent va s'inventer un monde. 20 ans après, il garde encore les stigmates de cette douloureuse épreuve. On s'y habitue jamais. Il y a des distorsions qui se passent dans la tête. J'entends une saccade de mitraillette d'un seul coup dans les oreilles, c'est sous la peau, quoi. Il y a des trucs qu'on peut pas... La mémoire sensorielle, c'est vif. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, deux témoignages exceptionnels. Il s'agit de deux hommes qui ont vécu l'un et l'autre la situation d'otage. Il y a 13 ans, Georges Malbruno a fait la une de l'actualité. Pendant 4 mois, il a été retenu en Irak par ses ravisseurs et la France entière a retenu son souffle. À ses côtés, Vincent Cochetel, alors qu'il était en mission humanitaire en Tchétchénie, il a été kidnappé et fait prisonnier pendant plus de 10 mois dans l'obscurité. Tous les deux vont nous raconter ces longs mois de captivité pendant lesquels ils ont oscillé entre espoir et désillusion. Ils reviendront sur leurs conditions de détention et sur les liens parfois surprenants qu'ils entretenaient avec leurs ravisseurs. Comment se sont-ils reconstruits après cette expérience hors du commun ? Eh bien, merci à tous les deux d'accepter de raconter cette histoire. Georges, en 2004, vous avez été pris en otage pendant 124 jours aux côtés de votre ami et confrère Christian Chesneau. S'il y avait une image forte comme ça, la première qui viendrait, ce serait quoi ? C'est l'image d'une semaine qui a été très dure aux 2/3 de notre détention, lorsqu'on a été menacé de mort et lorsque les conditions de détention sont durcies. On a été transféré, on nous a dit l'un des deux va être décapité. Qui est mort, qui est vivant, et là, si vous voulez, là, j'ai senti que le sol se dérobait, quoi, parce que je me disais, à tout moment, tout ça peut s'arrêter. Donc, effectivement, c'est l'image que je garde, l'image désagréable, que je garde très désagréable. Désagréable, c'est un euphémisme, non ? Oui, c'est un euphémisme, ouais, voilà. Vincent, là vous étiez avec votre ami Christian, donc on verra effectivement quel genre de lien on peut créer dans ce genre de situation. Vincent, vous étiez seul. Vous étiez en Tchétchénie, ça a duré 317 jours, ça fait 10 mois et demi, dans l'obscurité. C'est-à-dire que vous êtes dans un local très petit et vous avez un quart d'heure de bougie par jour, en fait. Voilà, on m'a mis une bougie ou une petite lampe à pétrole, ça dépend du lieu de détention, le temps d'une soupe, une belle miche de pain et c'est tout. Après, c'est l'obscurité, donc c'est plus de 23h45 d'obscurité. Il n'y a rien, il n'y a pas un ray de lumière, il n'y a rien. Et puis des fois, c'est une méthode simplement pour terroriser. Je ne suis qu'une marchandise, donc de toute façon, la marchandise n'a pas besoin de lumière. Bon, c'est assez troublant, parce qu'en fait, il y a des milliards de questions. Vous allez nous raconter effectivement qui vous étiez avant cet événement, comment vous êtes retrouvé dans cette situation, comment vous avez vécu tout ça, comment s'est passée la suite. Docteur Abgral, vous êtes psychiatre, vous êtes responsable de l'unité de psychotraumatologie de l'hôpital Tenon. On imagine qu'il y a, comment on appelle ça, un stress post-traumatique après des situations comme celle-là. Et donc, vous nous raconterez effectivement de votre expérience, ou de ce que vous entendez finalement, ce que vous comprenez finalement de notre nature humaine dans ces situations-là, dans la manière de réagir et comment on peut se reconstruire, au fond. Alors, on va parler. Dans un instant, je voudrais qu'on regarde des images, si vous êtes d'accord, puisque effectivement, Georges, les Français connaissent votre nom, votre visage, et on voit comment effectivement ils ont été informés de ce qui vous est arrivé à ce moment-là. C'était il y a 14 ans.
Christian Chesneau et Georges Malbruno, tous deux spécialistes du Moyen-Orient, ont disparu le vendredi 20 août en Irak. Ils tentaient de se rendre ensemble à Nadjaf pour couvrir l'insurrection des miliciens de l'imam radical Moqtada al-Sadr. Depuis, leur rédaction était sans nouvelles. Hier soir, la chaîne de télévision qatariote Al Jazeera confirme. Les 2 journalistes français disparus depuis le 20 août en Irak ont bien été pris en otage. Elle diffuse ces 2 brèves séquences vidéo. Christian Chesneau, pigiste à Radio France Internationale, parle en arabe. « Nous sommes avec les frères de l'armée islamique d'Irak », dit-il. Puis ce message interrompu de Georges Malbruno, envoyé spécial du Figaro. Bon, je voudrais dire à ma famille d'abord que tout va bien, on est dans des gardés, on est... Leurs ravisseurs, l'armée islamique en Irak laisse 48 heures à la France pour donner une réponse à leur demande, l'annulation de la loi sur le port du voile à l'école. Alors évidemment, ces images, vous ne les avez pas vues à l'époque, vous les avez vues après. Là, tout de suite, qu'est-ce que vous ressentez? Je vous ai vu rigoler. Oui, j'ai rigolé parce que quand je dis tout va bien, oui, tout allait moyennement bien quand même. Mais, simplement, si vous voulez, vous n'êtes pas maître de vos gestes et de vos paroles face à des ravisseurs. On vous contraint effectivement à faire un message. Voilà, mais c'était surtout aussi d'envoyer un message positif à nos familles. Voilà. Alors on l'a dit, vous étiez donc séquestré avec Christian Chesneau, et c'est vrai qu'on peut faire un petit flashback pour expliquer votre relation, c'est-à-dire que vous êtes devenus amis sur le terrain. Oui, on s'est rencontrés, Christian. Moi, j'étais basé à l'époque à Jérusalem et lui était basé en Jordanie. Et c'était au moment de la visite du pape en Terre Sainte, en février 2000, je crois. Et là, on s'est rencontrés, et puis on a commencé de travailler ensemble. On s'est allé au Liban. Et puis, moi, à la chute de Bagdad, je me suis installé à Bagdad. Donc, je suis passé de Jérusalem à Bagdad. Et Christian, lui, venait tous les 2 mois. Il venait passer 3-4 semaines. Donc, on partageait une chambre d'hôtel, etc. Et donc, on bossait ensemble. C'est vrai que le couple, professionnellement, fonctionnait bien. On a un peu le même background. Voilà, et c'est vrai que l'Irak post-Saddam, c'était un supermarché de l'info parce que la dictature était tombée et donc la chape de plomb s'était soulevée et tout le monde avait envie de raconter son histoire. Et puis, il y avait un pays à reconstruire. Donc, professionnellement, c'était extrêmement excitant. Et puis, voilà, au fur et à mesure, eh bien, la situation s'est dégradée, mais... Alors, pour qu'on comprenne un peu le contexte à l'époque, de manière rapide, c'est quoi? C'est parce que les sauveurs, donc les Américains, deviennent des occupants? Exactement. Les Américains renversent Saddam Hussein, mais non seulement ils le renversent, mais ils renversent toute la table. Donc, ils décapitent l'État irakien. Donc, du jour au lendemain, eh bien, c'est le chaos très rapidement. Et puis surtout, toute la police, toute l'armée de Saddam Hussein, eh bien, elle est renvoyée chez elle par les Américains. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis chez eux, ils ont pris leur Kalachnikov enroulé dans un tapis de prière, et puis, comme ils ont été ciblés par les Américains, ils sont passés dans les groupes qu'on a appelés de résistance. Et c'est ceux-là qui nous ont enlevés, quoi. Alors justement, pour comprendre les heures qui précèdent votre enlèvement, vous êtes dans quel état d'esprit? Puisque vous êtes journaliste, vous couvrez l'actualité, vous parlez de ces tensions, vous utilisez le mot chaos, donc c'est un monde inique, il n'y a aucune logique, il n'y a pas de loi. Oui, il y a une grande violence. L'Irak est un pays de grande violence. Donc, c'était en août 2004, il y avait des Irakiens qui étaient retranchés dans le mausolée d'Ali à Nadjaf. Les troupes américaines voulaient les assiéger. Donc la situation était tendue, la route était un petit peu compliquée. Et donc la veille au soir, je me souviens avec Christian, on se dit est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Et Christian, est plus ou moins allant. Moi je lui dis écoute, Quand vous dites plus ou moins, c'est sur la question de la sécurité, vous posez ces questions? Voilà, il se pose des questions, moi aussi. Quand vous êtes en Irak en 2004, il y a un risque dès que vous sortez de votre chambre d'hôtel. Donc ce risque est connu, il est assumé, il est minimisé, mais il n'est pas zéro. Donc voilà, on appelle notre chauffeur, Abou Ayman, qui était un local, qui connaissait bien, etc. Et on part le vendredi matin, à 8h. Et puis c'est Maktoum, comme on dit en arabe, c'est le destin. Je dois faire un direct avec RTL à 7h, donc 9h heure de Bagdad. À 7h moins 3, j'appelle avec mon Thuraya, un téléphone portable, qui nécessite l'arrêt de la voiture. Donc on s'arrête le long de la route. Et bien l'actualité en août, en France, c'est pas forcément l'Irak, et je passe à 7h11. Donc je reste 12 minutes au téléphone comme ça, pendu, arrêté le long de la route, et on découvrira après que c'est pendant ces 12 minutes qu'on a été repéré. Et donc après, je fais mon papier, on repart, et 40 minutes après, on prend une petite route de campagne, et là, moi j'étais derrière en train de regarder mes papiers, et là, il y a une bagnole qui vient devant, une derrière. Il nous braque, tac, un type était couvert, etc. Moi, il me dit, tu vas dans le coffre.
Donc il me met dans le coffre, et c'est là que physiquement... je me suis dit, dans le coffre, c'est la première fois de ma vie qu'on me mettait dans un coffre. Donc je me dis, je ne vais pas pouvoir respirer. Or, dans le coffre, je me suis rendu compte, donc, au bout de 20 secondes, que je pouvais respirer. Donc je me suis dit, bon, ok, respirons fort, calmement. J'avais fait du théâtre il y a 20 ans avant. La respiration, c'est important. Je dis, on est dans le pétrin, on est parti pour un voyage qui va être difficile pendant 4-5 jours. Voilà. Gardons-en sous le pied, parce que les difficultés vont venir. Et on peut parler d'état de choc à ce moment-là ou pas? Non. État de choc, oui, état de choc, parce que là, on a basculé dans une autre vie quand même. Mais on essaie de se contrôler. Quoi. Vous n'êtes plus acteur de la situation. On n'est plus acteur, voilà, complètement. On n'est plus acteur, mais bon, je ne veux pas m'effondrer comme une bouse, quoi, voilà. Et donc, je me suis dit, il faut se... Voilà. Il vous amène dans un premier endroit, c'est ça? Voilà, il nous amène dans un premier endroit, une cabane où il y avait... c'était vraiment spartiate, parce qu'il y avait un trou pour faire ses besoins. On a dormi sur des paillasses pendant 15 jours. Il y avait d'autres otages qui sont venus. Certains ont été tués, d'autres qui étaient blessés, etc. Bon. Quel est votre contact dans les premiers temps avec les ravisseurs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont menaçants? Est-ce qu'ils sont rassurants? Alors, ils sont pas menaçants. Nous, tout de suite, on joue la carte journaliste français. Voilà, on parle un peu l'arabe, donc ça permet quand même de dialoguer avec eux. Alors, nous, on est français, on est journalistes, donc on était contre la guerre. Ce qui est vrai, donc on n'a même pas eu besoin de forcer un peu le trait. On leur a dit, nous, on était contre la guerre, on est là pour couvrir votre situation, la résistance, occupation illégale de l'Irak, résistance légitime. Et au bout de 2 jours, on a vu qu'ils étaient sensibles à nos arguments. Abou Ayman, au début, il priait 25 fois par jour, alors qu'il n'avait jamais prié de sa vie, lui non plus. Et il commençait à reprendre un petit peu le dessus. Donc on s'est dit là, ce sont des gens qui comprennent la situation. Et voilà. On vous dit que vous allez être libéré? Alors oui, au bout d'un mois, si vous voulez, exactement le 18 septembre, il y a un monsieur qui vient avec son revolver, etc. Il me dit, voilà, on fait, tu vas dire, je suis Christian Chesneau en arabe, on est le 18 septembre, voilà, je m'appelle Georges Malbruno, je suis journaliste au Figaro, nous sommes le 18 septembre, etc. Puis ils nous disent, vous allez être libérés. Le soir même, d'ailleurs, ils nous changent de place. Donc on se dit, là, ils prennent un risque sécuritaire. Donc là, on est dans la phase de libération. Voilà, on est parti. Et puis on arrive dans une nouvelle geôle. On dit, vous êtes libérés demain matin ou avant l'aube, avant la prière, etc. Et les heures s'égrènent, à midi, 3 heures, on dit, c'est râpé, quoi. Et le lendemain, alors non seulement on n'est pas libérés, mais ils nous transfèrent, ils nous disent ça va pas, ils nous emmènent, on fait 3 heures de route dans une espèce de cercueil, etc. Et là, c'est la première fausse libération, premier faux espoir. Mais on se dit aussi, ça fait partie du jeu, c'est du Machiavel, les histoires d'otages. Donc ils jouent avec nos nerfs, ils jouent avec les nerfs des autorités françaises. À chaque fois, c'est-à-dire que même quand il y a une désillusion, une douche écossaise comme ça, votre cerveau, à chaque fois, se raccroche à... Bon. Oui. Oui, parce que vous savez, un otage mort et un otage qui n'a pas de valeur. On restait rationnel, voilà. Mais vous savez qu'il y a des exécutions d'otages, vous le savez aussi. Oui. Et ils nous avaient pas dit, ils nous l'ont dit un peu après, au bout de 2 mois, il y a un de nos geôliers qui nous dit on kidnappe, on juge, ils se réunissent entre eux, etc. On met dans 2 cases, exécution ou négociation. Il dit, vous êtes dans la bonne case, Inch'Allah, vous allez être libérés. Donc j'ai dit, c'est bien. Vous allez pouvoir échanger, parce qu'évidemment, c'est intéressant d'avoir votre regard sur ce que raconte Georges, mais je voudrais quand même qu'on comprenne ce que vous avez traversé, Vincent. Donc, c'était une autre région du monde, à un autre moment de l'histoire. Est-ce qu'on peut comprendre exactement ce que vous étiez en train de faire? Donc moi, je travaille pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je suis responsable d'une équipe d'urgence. Milieu de l'année 1995, les Russes, de fait, perdent la première guerre de Tchétchénie. La Tchétchénie est livrée à elle-même. Donc j'arrive là-bas fin 95. Je suis donc responsable d'une équipe qui est dispersée dans plusieurs petites républiques tout autour de la Tchétchénie. On n'a pas d'équipe en Tchétchénie, c'est trop dangereux. En situation de guerre, on maîtrise assez bien les risques. Dans les situations d'après-conflit, un petit peu les mêmes situations que Georges décrit en Irak, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de l'État. Voilà. Donc il y a les milieux mafieux se rapprochent des milieux militants. Les uns ont besoin des autres, ont besoin de leur savoir-faire, ramasser de l'argent, financer la cause. Donc là, on a une alliance de groupes très divers, très hybrides, qui créent des dangers nouveaux. Je connais les risques, on est formé un peu pour ça, au moins pour les moments clés, les 5 premières minutes où tout peut basculer, les 5 dernières minutes, on ne pose pas de questions, on ne regarde pas. Si on veut poser une question, on demande la permission de poser une question, on n'oppose pas de résistance, on coopère.
Après, il y a toute la formation qui est beaucoup plus lourde, qui est la gestion des mouvements. On cloisonne la formation. Moi, mes déplacements quotidiens sont connus par 2 personnes, c'est tout. On change de chauffeur au dernier moment, les itinéraires radio, les codes radio sont changés régulièrement. Donc, on n'est pas amateur en matière de sécurité. Vous êtes professionnel, vous avez fait le choix d'être là. Vous êtes là depuis 2 ans, vous savez, ça a du sens. Donc, ça ne va pas m'arriver, parce qu'on pense qu'on est bien préparé. Eh ben, à un moment donné, on se relâche. On fait la petite connerie qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est quoi La petite connerie, je reçois mon patron qui vient de Moscou. On va dans un restaurant. J'aurais pas dû aller dans ce restaurant-là. Je connais le patron du restaurant. Il me dit pas bonjour quand j'arrive au restaurant. Quand je sors du restaurant, je voulais lui dire merci. La nourriture était bonne, le service était bon. Il m'évite, il est au téléphone. Je vois qu'il est nerveux. Vous dites quoi à ce moment-là? Et ouais, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Il est pas. Mais ça se traduit pas immédiatement comme un risque de sécurité. 10h30 le soir, on fait un détour avec la voiture. Je dépose mon patron à son hôtel. Je m'assure qu'il est sûr. Je rentre avec mon garde du corps. Je rentre chez moi. Il m'accompagne jusqu'à la porte de mon appartement. Il y a 3 verrous à ouvrir. Au moment où j'ouvre le 3e verrou, il y a un commando de 3 personnes cagoulées qui nous tombent dessus et qui nous font rentrer dans mon appartement. Donc le restaurateur, était complice, quoi. Voilà, il signale le départ. À cet instant précis, parce que donc, ce sont des secondes qui durent une éternité, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'être humain que vous êtes, qui est, j'ai envie de dire, préparé à cette situation? Les 5 premières minutes, c'est pro. Vous repensez à tout ce que vous avez appris? Voilà, j'ai repensé à tout ce que j'ai appris, pas faire de gestes fous ou inconsidérés, pas de prise de risque. Ils sont plus nerveux, ils sont aussi nerveux que nous. Parce que ça peut mal tourner. On sent qu'ils sont jeunes, je les vois pas très expérimentés. Dans leur manière de manier, ils sont cagoulés, dans la manière de manier leurs armes, d'être embarrassés. 2 armes de poing dans chaque main, on fait rien avec 2 armes, une dans chaque main. Donc ils savent pas trop s'y prendre. Pour la fouille au corps, on voit aussi que c'est pas. Qu'est-ce que vous vous demandez à ce moment-là? J'espère que mes collègues sont en sécurité. J'espère qu'il va y avoir un radio-check. En principe, l'opérateur radio doit faire un radio-check dans une demi-heure. Donc je ne vais pas répondre à mon radio-check. Donc il y aura une alerte, il y aura des barrages. C'est bon. On est loin de la Tchétchénie. On est loin. Il n'y a pas de précédent en Ossétie du Nord. Donc, toi aussi, tu penses que ça va se régler en 2-3 Voilà, donc il y a le côté rationnel. On est cartésien, on ne se réinvente pas. Donc on calcule, le risque est géré. Mais pas moi. Ça m'énerve que ça soit moi. J'ai engueulé des collègues, j'ai viré des collègues qui faisaient poser des risques à leurs équipes et tout ça. Non, ça ne m'arrive pas à moi, quoi. Donc là, il y a un sentiment un peu d'échec, quelque part. Mais bon, ça va bien se passer. Le chauffeur est... Vous pensez à un enlèvement ou une exécution? Oui, alors on nous sépare du chauffeur, on emmène le chauffeur dans une pièce, il est tabassé, il est ligoté. Je ne sais pas ce qui lui arrive, je suis inquiet pour lui. Puis moi, on me sépare, on m'amène vers la cuisine. Le petit jeune me fait agenouiller, je suis menotté dans le dos, et puis c'est le métal froid d'un silencieux de revolver dans la nuque. Et ça dure très longtemps. Ouais, ça dure très longtemps parce que la logistique n'est pas prête derrière, il y a un peu d'impro, ils sont pas totalement professionnels. Là, le cerveau fonctionne tout seul, en mode automatique. Donc c'est les images défilent. L'image de l'existence. Les images de la vie qu'on laisse derrière. Parce qu'à ce moment-là, quand il y a le silencieux sur la nuque, c'est un contrat. Pour moi, quelqu'un a demandé à me liquider. J'ai dû marcher sur les pieds de jambes. On avait des conflits avec les autorités locales, des conflits avec des fournisseurs. Donc, on se fait beaucoup d'ennemis si on veut travailler d'une manière propre dans ce genre de zone. Ça y est, on est déjà au début d'une période de soumission. On n'est plus l'acteur. Je vais mourir agenouillé devant mon frigo. Et puis bon, les minutes s'égrènent et puis il y a du mouvement et puis on me bande les yeux, on sort, on descend 6 étages, je me casse la figure plusieurs fois dans les escaliers, je suis embarqué dans une voiture, changement de voiture, on me fait agenouiller, c'est janvier 1998, il fait moins 25 dehors en Ossétie du Nord, il fait très froid, agenouillé dans la neige, dans la glace mouillée. Et puis là, un type essaie de m'assommer pour me mettre dans une coffre de voiture. Alors, c'est pas comme dans les films, il rate son coup, ça me fait très mal dans les cervicales, et puis il me balance comme un sac de patates dans le coffre d'une voiture fermée. Vous vous rappelez de ce que vous vous dites à ce moment-là, parce que vous avez vécu cette même expérience du coffre?
Bah ça y est, là je suis enlevé. C'est pas donc là il y a une partie rationnelle, je suis enlevé. Puis après la même expérience de Georges. Bon, un coffre, j'ai jamais fait l'expérience d'un coffre. Puis c'est un coffre fermé. Apprendre à respirer, mais un peu crise de panique quand même. Tu avais eu le traumatisme déjà de la. Oui. Non, là j'ai mal. Ça me fait mal. Déjà une image. Une image de violence. C'est pas des. Et puis bon, on contrôle pas les fluides. Et puis bon, on respire, mais bon, il y a aussi les fumées d'échappement. Il y a la musique très forte dans la voiture. Et puis là, j'essaie de m'occuper le cerveau. Donc c'est quelle route il prend, à gauche, à droite. Donc on essaie de garder une idée un petit peu de l'itinéraire. On essaie de comprendre des mots. Il parlait en ossète, c'est une langue locale que je comprends pas, mais il y a quelques mots de russe qui viennent se glisser dans la conversation que j'arrive à comprendre. Puis après, je perds le fil du chemin, et puis la voiture va se garer dans un garage métallique. Ils me font sortir 2 fois, je crois, un peu, pour uriner, et puis manger un yaourt, puis c'est tout. Je reste dans le coffre de la voiture, ils jouent de la musique, ils fument, et il n'y a rien qui se passe. Vous posez des questions ? Ben, je me dis que, bon, ces gens-là, c'est des petits poissons. L'enlèvement a été sous-contracté à un groupe mafieux. Donc la logistique n'est pas en place. Il y a eu une opportunité un soir, ils la saisissent, mais toute la chaîne n'est pas prête. Donc il va y avoir un peu d'improvisation sur. Ça, vous comprenez tout ça sur le moment ? Oui. Non, ben, je dis, on a du temps, on a du temps à penser, donc on essaie de. Pendant les 3 premiers jours, vous allez être bien traité ? Alors quand j'arrive en Tchétchénie, la personne est un monsieur qui s'appelle Ruslan. Il n'est pas cagoulé, il est en situation de force, confortable. T'es bien, t'es un. Tradition musulmane et tchétchène oblige, tu es un invité, tu as besoin de quelque chose, bah oui, passe-moi un téléphone, j'aimerais appeler ma famille. Ah mais non, c'est pas possible. Avoir une télé, non, c'est pas possible. Donc les 3 jours, il y a de la nourriture, non, je mange bien, je suis bien traité, il y a un garde constamment dans la pièce, bon, je suis menotté, je dois faire pipi dans des bouteilles en plastique, c'est pas très agréable. Je dois faire les autres besoins dans un seau à côté du lit devant le garde, c'est pas très agréable. Mais bon, ça va. Si c'est comme ça, qu'il y a de la lumière, qu'il y a 3 repas par jour, qu'il y a un garde qui me parle de femmes, de voitures et d'armes toute la journée, bon, c'est un peu abrutissant. Je n'ai pas une très grande conversation sur les 3 sujets, mais ça va. Mais vous tenez la conversation au début ? Bah, je tiens la conversation. Il y a des choses que je comprends pas tout en russe. Je parle pas couramment, mais on se débrouille. Et puis au bout de 3 jours, la période d'hospitalité a pris fin. Donc en fait, le lieu de détention est prêt. Parce que je pense que le 3 jours, c'était un sas, un peu comme la cabane de Georges. On n'était pas prêt. On n'avait pas pensé la logistique jusqu'au bout, combien de temps ça prendrait. Moi, je savais que ça allait prendre en moyenne probablement 3 mois. Vous étiez préparé à ça ? Ah bah oui, parce que les autres, ils étaient libérés après 3 mois. Donc il n'y avait pas de raison que ça dure plus. Donc c'est ce que ça va prendre. Il y que vous, ça va durer 10 mois. Mais à ce moment-là, vous ne le savez pas. Oui. Mais, et donc, le lieu de détention est maintenant prêt. C'est la cave du monsieur. Alors, la cave, c'est un sol en terre battue. C'est un lit métallique. Je suis menotté à un câble métallique. Il y a peut-être 1 mètre, 1m24. Je peux faire 4 pas le long du lit. Il y a 2 seaux. Il y a un petit quart en fer pour prendre de l'eau dans le seau. Il n'y a plus de serviettes. Il n'y a plus de savon. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est le noir. Et il n'y a plus de garde. Donc les gardes viennent m'amener à manger 1 fois par jour. Et ce monsieur, Ruslan, va rentrer dans une période où il va m'interroger 10 fois. Il va m'interroger 10 fois pendant 45 minutes. Je sais que un rituel très particulier. Oui, il emmène un gros set de musique. Il a toujours la même cassette avec les mêmes chansons. Il met ça à fond pour couvrir probablement le bruit que je fais. Parce que je pense rapidement que je suis chez lui. Donc il y a sa famille qui habite au-dessus. Donc on met de la musique, on m'attache sur une chaise et on me pose des questions. Et il y a des questions que je comprends, auxquelles je réponds. Il y a des questions que je comprends, auxquelles je lui dis que je ne comprends pas, parce que je n'ai pas envie d'y répondre. Puis il y a vraiment des questions que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir ? Alors, il cherche à savoir un peu tous mes contacts, qui est-ce qu'il peut utiliser comme intermédiaire, qui je connais dans l'establishment russe, ossète, tchétchène, en France. Il cherche à connaître ma valeur marchande. Et puis, je pense qu'il cherche à se faire un peu d'argent sur le côté, en dehors du groupe,
s'il peut y avoir des petits bénéfices supplémentaires, donc sur nos opérations, sur nos comptes en banque, sur nos mouvements de fonds. Parce que le système bancaire ne marche pas sur le Nord-Caucase à ce moment-là. Donc on est aussi payé à ce moment-là pour prendre des risques impossibles qui se baladaient avec du liquide pour nos opérations de Moscou jusque dans au Nord-Caucase. Un mélange de mafieux et de politique. Voilà. Donc si on peut se faire un peu d'argent en plus sur le côté, couper sur un intermédiaire, donc on va essayer d'en faire. Donc, et puis il y a une question qui revient sur un citoyen français. Mes relations avec un citoyen français que je ne connais pas. Mais pour eux, je dois avoir un lien avec. Donc là, on est dans le complot. Alors, je suis l'espion. Les humanitaires, ça n'existe pas. Je suis un espion. Alors, pas trop. Ou russe, ou français. Ou... Bon, enfin. Quand vous ne répondez pas à ce qu'il a envie d'entendre, il est violent ? Il est violent. Il donne des coups de poing. Il donne des gifles. Il m'écrase les ongles un par un. Il me presse son pistolet sur le front pour que jusqu'au point de rupture au niveau de l'équilibre de la chaise, et je me casse la figure. Ça le fait rigoler, il me fait tabasser au sol par les gardes. Il boit en même temps. Il boit, ou il a bu avant. Donc c'est un homme très brutal, qui n'a pas une très grande conversation. Mais en fait, des années après, je pense que cette période-là est une période pour moi importante, parce que il y a un interrogatoire qui se passe, le dernier en fait, où avant qu'il me pose une question, je lui demande si je peux lui poser une question. Il me dit oui, et je lui dis comment va ton fils aujourd'hui. La veille, j'avais entendu un gamin courir au-dessus, vomisser, des parents qui courent, des pleurs et tout ça. Et à ce moment-là, il pense qu'un garde a trahi, m'a parlé de sa vie de famille, qu'il avait un fils. Comment tu sais que j'ai un fils? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis non, j'ai entendu un gamin pleurer, j'ai des gamins, je sais ce que c'est. Et puis on parle de son fils, on parle de la maladie. Je lui dis où il y a encore des ONG qui ont des bons médicaments qu'il pourrait peut-être consulter, là où il peut aller. Je peux même lui écrire une lettre pour qu'il aille voir sur des dispensaires médicaux pour son fils, etc. Et donc on parle de gamins, on parle d'éducation. Et on va voir, si vous voulez bien, on va raconter tout à l'heure ce que cette conversation va changer dans votre relation. Oui. Juste, Gaëlle, qu'est-ce que vous avez retenu de cette manière de réagir à cette situation folle? Déjà, Vincent, j'avais envie de vous remercier parce que je trouve que votre témoignage est tout aussi authentique que bouleversant. Et je trouve qu'il nous permet à nous, professionnels de la prise en charge du psychotraumatisme, de bien comprendre aussi dans quel état d'esprit on peut être à ce moment-là. Et effectivement, on sait, on nous enseigne que la confrontation avec le réel de la mort est la source du traumatisme psychique. Et chez vous, je trouve que malheureusement, on le perçoit. Très justement, quand vous dites la froideur du métal contre votre nuque, à ce moment-là, j'imagine que vous vous êtes vu mort. Oui, ça bascule. Hein. Il y a une acceptation là? Ah, il y a une acceptation, c'est fini, quoi. C'est fini. On laisse une vie derrière, c'est fini. Georges, on va revenir à votre récit, mais je voulais avoir votre regard, vos sensations quand vous écoutiez Vincent raconter cette situation, la sienne. Ces conditions de détention étaient très très dures. Et effectivement, et c'est ce qui provoque les traumatismes, quoi. Les simulacres d'exécution, les revolvers sur la tempe, voilà, ce sont des chocs qui perdurent, quoi. Et effectivement, moi, on l'a vécu pendant 5-6 jours. C'était, Dieu merci, ça n'a pas duré plus longtemps, mais effectivement, il y a eu aussi cette image. Moi, j'imaginais mon propre enterrement, quoi. Comment, voilà. Il y avait la perspective de mourir qui m'étreignait, quoi. Hein. Et le fait de le vivre à deux. Là, on était chacun dans votre... Voilà, chacun dans son monde. Dans le monde. Il n'y a plus beaucoup de paroles. La seule échappatoire, c'était la prière, qui était une espèce de prière mécanique où, effectivement, je ne sais pas moi, 10 fois par jour, plus, on priait avec des intentions de prière. Vincent, ça vous est arrivé de vous mettre à prier, par exemple? Oui, prier, mais bon, je suis croyant, je ne suis pas pratiquant, donc la prière, mais c'était mécanique aussi, ça tue le temps, ça occupe la tête, ça évite de penser, donc ça amène cette zone de confort, mais c'est aussi toutes sortes d'exercices, traduire une phrase dans une langue, en passer dans une autre.
chercher dans la mémoire des images, des photographies prises, essayer de se souvenir le moment avant, le moment après, organiser la chronologie de ces images, classer ça dans des classeurs dans la tête. Ça, c'est ce que vous faites pour faire passer le temps de certaine manière, ou pour garder l'équilibre? Ah non, pour faire passer le temps. Donc, je sais qu'après tel exercice, il y aura tel autre. Il faut s'occuper la tête. Donc, voilà. Et donc, je joue aux dames aussi dans ma tête. Au début, c'est dur. C'est-à-dire, vous visualisez. Donc, on visualise l'échiquier. On essaie de ne pas tricher avec l'autre parce qu'on joue. Bon, je joue plus aux dames, mais ça occupe bien. Ça occupe bien la tête. Puis bon, physique, même si j'ai aucune liberté de mouvement, cours sur place, je fais des pompes, je fais des flexions, je soulève mon lit. Un exercice physique. Ah oui. Pour aussi aller au moment où je pense que je dois dormir pour être fatigué, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire? Oui, nous aussi, on faisait ça. Ben non, on n'était pas enchaînés, mais on avait sur notre paillasse, on faisait des pompes. Moi, je faisais ça 3-4 fois par jour. Alors, j'ai commencé au début à 15, et puis à la fin, j'arrivais à 50 parce que j'étais bien entraîné. Dans quel but? De s'occuper, puis de garder aussi une forme physique, parce que c'est important quand on est otage. C'est une épreuve physique, la détention, quoi. Et puis surtout, moi, j'essayais de faire défiler sa vie, quoi, en remontant le plus loin possible, quoi. Voilà, donc à l'école primaire, et puis après au collège, et puis voilà, et puis parfois se dire, ah bah tiens, j'ai fait des bêtises, peut-être que je fais pénitence aussi, là, voilà, je sais pas, j'ai dû faire quelques bêtises. Il y a un sentiment de culpabilité qui vous habite parfois? Un petit peu quand même, parce que... Moi, il y a ça beaucoup. C'est-à-dire? Il y a les gens qui... parce que aller faire cet exercice de mémoire, c'est qu'il y a des fantômes qui ressortent, hein, des gens à qui on a fait mal, des gens à qui on n'a pas dit merci, des gens à qui on n'a pas dit je t'aime, des gens à qui on n'a pas dit pardon. C'est ce qu'on pourrait tous faire, là, vous avez le temps de le faire. Quoi. Puis on ne sait pas s'il y a un demain. Donc c'est la différence, c'est qu'on ne sait pas si on aura l'opportunité de le faire, quoi. Et alors Vincent, vous, ça a duré 10 mois, et pendant ces 10 mois, il y a eu la Coupe du Monde de foot en France. Ah oui, parce que bon, je demande à mes gardiens, je dis, qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe du Monde de football? Rien. Ignare, ils ne regardent pas le football, pas de télé, pas le sport national en Tchétchénie. Bon, rien. Donc c'est qu'en octobre que je demanderai à un garde, il me dit, tu as besoin de quelque chose? Je dis, oui, c'est ce que j'ai besoin, tu me le donneras pas, mais qui a gagné la Coupe du Monde de football? Il dit, j'en sais rien, mais je vais demander, je vais te dire. Donc il revient me voir, il me dit... La France. Je dis, la France a gagné la Coupe du Monde de football. Il me dit, oui, ils ont battu le Brésil 3-0. Je lui dis, oui, et ta sœur? Et ta sœur, en russe, ça se traduit assez mal. Donc sa réaction n'était pas des plus gentilles. Voilà. C'est-à-dire que... Non, il m'a dit, pourquoi tu me parles de ma sœur? Mais vraiment sur un ton agressif, quoi. C'est des blagues qui se traduisent pas, quoi. C'est tout, j'ai fait une connerie. Ah oui, parce qu'il ne faut jamais quand même trop les... faut pas les chatouiller. Certains otages, j'ai lu ça, qui se sont même battus avec leur geôlier. Alors là, vraiment non. Là, on s'est dit, il ne faut jamais... Comme pour les évasions, vraiment, alors là, à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que si ça se passe mal, là, votre sort est hypothéqué. Donc voilà, non, pas jamais de plaisanterie ni quoi que ce soit, parce que vous êtes assis, eux, ils sont debout, ils ont une kalachnikov. Et alors, vous changez de geôlier, et donc d'être humain. Oui. Et donc, dans la même situation, il y a différents types de comportements. Il y en a qui sont sadiques, il y en a qui sont peu de bonté dans ces situations. Il peut y avoir un peu de bonté. En tout cas, nous, on changeait toutes les 3-4 semaines, donc de geôle. Et donc, on changeait aussi de geôlier. On essayait de discuter un petit peu avec eux, comment les négociations, comment ça se passe. Alors, ils disaient, oui, ça va, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est si Dieu le veut, c'est-à-dire demain, après-demain ou dans 3 ans, quoi. On a vu au bout d'un mois que ça ne servait plus à rien de demander des infos parce qu'on n'en aurait pas. Et puis, de toute façon, les infos viendraient à nous le moment venu. Donc, on s'est muré dans le silence face à eux. Mais ensuite, au bout de 2 mois, c'était pendant le Ramadan, on avait un geôlier qui était gros. On l'appelait le gros, mais ils étaient tous gros. On ne le voyait pas puisqu'ils étaient derrière leur cagoule. Et nous avait dit, si jamais vous nous voyez, c'est très mauvais signe, c'est signe qu'on va vous couper la tête. Donc voilà. Mais ce gros-là était... peu bavard, mais lorsqu'il nous parlait, c'était pour donner des infos. Il y a des négociations, c'est le Ramadan, ça va reprendre, etc. Ce type-là était plutôt sympa, je dirais, quoi. Il essaie de vous rassurer. Et surtout, il nous mentait pas, quoi. Si vous demandez des choses, vous n'obtiendrez rien. Si vous demandez rien, peut-être que vous obtiendrez quelque chose. Moi, j'ai tendance à leur demander des choses. Parce qu'ils ne peuvent pas dire non surtout. À un moment donné, ils vont dire oui sur quelque chose. Tu étais quand même donc, dans des situations à force de répéter, très difficiles aussi. J'ai rien, quoi. Donc j'ai personne avec qui parler. Il n'y a pas d'infos. Je sais bien que les gardiens sont des petits poissons. Ils ont rien, ils n'ont pas d'infos.
Ils savent même pas, ils s'emmerdent. Ils sont pas sûrs qu'ils vont être payés. Ils sont pas sûrs qu'ils vont être payés ce qu'on leur a promis qu'ils soient payés. Donc il y a un peu d'anxiété aussi chez eux. Ils savent qu'ils sont... ils peuvent être liquidés aussi. Alors, vous êtes expert de la situation avant même de la vivre. Et je suis exprès de poser une question naïve. Quand vous le racontez, c'est tellement hors du temps, hors de tout. Il y a des choses imprévisibles. Est-ce que ça vous traverse l'esprit à un moment donné que vous allez, je sais pas, il va y avoir un moment d'humanité, on verra ce qui s'est passé avec cet homme, qui fait que d'un seul coup, celui qui est en face de vous va pouvoir vous aider à vous évader. Ça vous traverse l'esprit une seconde ou jamais? Ah non. À aucun moment, l'être humain qui est en face peut régler votre problème. Non. Ben, l'être humain qui est en face, il est là pour nous garder, et si ça se passe mal, pour nous liquider. Donc non, il faut être conscient de ça. Et justement, vous évoquez l'évasion, et les Américains conseillaient bien à leurs ressortissants, évasion, attention, il faut saisir une fenêtre d'opportunité. Et... Donc ça vous a traversé l'esprit, par exemple, ou pas du tout? Non, jamais, parce qu'on n'a pas eu le début de commencement d'opportunité. Simplement, lorsque ça allait très mal, qu'on a été transféré, on dit il y en a un des deux, who is alive, who is dead, qui est mort, qui est vivant, on est tombé en panne, sur la route, etc. C'était quand même un moment où il y avait l'attaque sur Fallujah, les routes n'étaient pas sûres, les Américains étaient là-bas. Et donc là, on est tombé en panne, il y avait un pneu crevé, etc. Le type a fait claquer sa Kalachnikov, il a dit « don't move », etc. On était dans l'espèce de cercueil sous les cartons, etc. Mais là, je me suis dit, bon, si jamais il pouvait y avoir une patrouille américaine qui arrive, voilà, là, je pousse la porte, etc., etc. Puis je me suis dit, non, calme-toi. Restons sereins, restons rationnels, parce que si la patrouille américaine arrive, il va y avoir des coups de feu, donc on va, etc. Mais là, c'est la seule fois où je me suis dit, bon sang, il peut y avoir une petite opportunité. Vincent? Oui, il y a un moment donné où on veut, quoi, mais bon, c'est des scénarios fous, quoi, ça se passe pas comme dans les films, quoi. Donc le scénario, c'est il faut qu'avec mon câble, que le garde soit assez proche, que je l'étrangle tout de suite, qu'il soit armé, que je me fasse sauter les menottes après avec son arme, et puis après derrière la porte ou la trappe, je ne sais pas qui il y a. Oui, non. Donc c'est les scénarios pas possibles, mais l'envie de tuer quelques-uns de ces gardiens, oui, ça me traverse la tête assez régulièrement, quoi. Vous disiez tout à l'heure, on est à la limite de la folie. Quels sont les moments qui vous font penser à ça? Comment un être humain soumis à ces conditions, à un moment donné, c'est plus... D'abord, vous êtes dans le noir tout le temps, ça paraît fou. Oui, non, le noir est oppressant, quoi. C'était oppressant, quoi. On s'y habitue pas, je sais pas. Imaginez aller chercher une bouteille de vin si vous avez une cave et qu'il n'y a pas de lumière. Bon, on attend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais attendre une demi-heure, 1 heure, 10 heures, 20 heures. Dis-moi. Le noir est oppressant. On s'y habitue jamais. Et puis il y a des distorsions qui se passent dans la tête quand on rêve de choses qui sont pas normales, quoi. La tentation du suicide qui traverse la tête quelquefois aussi. Et puis, le prochain garde qui amène la nourriture, je suis gentil avec lui, je lui parle gentiment ou je l'insulte. Donc, il y a une partie du cerveau qui a envie de se bagarrer, de dire « je ne suis pas une marchandise, je ne suis pas un non-croyant, je suis pas Mais tu as dérapé parfois? Oui. Ah oui. Il y a des moments, j'allais dire, de rébellion. Oui, il y a des moments de rébellion. Ouais, quand il n'y a rien, quand ils oublient de donner à manger pendant 2 jours, ils oublient de donner à manger. Quoi. Je suis comme une bête, hein, donc j'ai faim. J'ai mal, j'ai faim. Bien sûr. Donc je les engueule. Donc il y a une partie de soi qui veut se rebeller pour leur montrer qu'on n'est pas une marchandise. Et puis il y a une partie qui dit non, fais gaffe, prends pas de risques inconsidérés parce que tu vas te faire mal. Tu n'obtiendras rien de toute façon. Donc, mais pour rester à peu près sain dans la tête, il faut peut-être garder un équilibre entre les deux. Les gens qui ont trop subi, qui ont été complètement soumis, ont peut-être plus de mal à s'en sortir. Enfin, je ne sais pas, le docteur dira. Et puis être rebelle tout le temps, c'est la mort garantie, quoi. Il y a pas de... Et vous vous rappelez d'une relation qui va durer 4 jours, puisque vous êtes encore une fois, vous disiez, vous êtes couché, vous êtes par terre, et ils sont debout, ils sont armés, vous ne l'êtes pas, donc c'est complètement déséquilibré. Et du coup, cette humiliation-là, elle a des degrés. Et à un moment donné, vous vous rappelez d'un moment où il y a une sorte de bras de fer, en fait, avec votre jeu. Oui, parce qu'on se fixe des seuils en disant « j'irai pas au-delà de ce seuil-là, j'accepterai pas ça ». Et un jour, un gardien vient, il est cagoulé. Il y en a qui sont cagoulés, il y en a qui sont pas cagoulés. Il y en a un qui vient, il est cagoulé, et puis il me tend mon assiette avec la soupe, et au moment où je veux la prendre, il la retire. Il me dit « aujourd'hui, tu n'as qu'à l'aîné, à genoux, et tu me demandes s'il te plaît la nourriture ». Et je lui ai dit d'aller se faire voir ailleurs.
Il a insulté sa descendance. Et bon, il a pris l'assiette, il l'a mis dans mes excréments, dans mon seau d'excréments, il est parti. Le lendemain, il revient, même scénario, même réponse, même réaction. Et comme ça, 3 jours, quoi. Mais le 4e jour, j'ai faim. Une soupe par jour, un quignon de pain, c'est pas beaucoup, mais ça nourrit. Elle n'a plus rien, mais j'ai faim, mais j'ai mal. C'est la boule dans l'estomac. Jamais su qu'on pouvait avoir aussi mal quand on a faim, quoi. Les intestins se font un bruit terrible, je ne sais pas comment expliquer le phénomène, ça se rétrécit, enfin ça se rétrécit pas, mais ça se fait très très mal. Et donc le 4e jour, c'est la soumission. Donc on s'agenouille et on demande s'il vous plaît. Ce qui est fou, c'est qu'on a la sensation que c'est le moment le plus difficile à raconter pour vous. C'est presque un détail par rapport à tout ce que vous avez vu. Ah oui, mais c'est la réalisation. C'est la question de la dignité. C'est la réalisation qu'il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. De seuil dans quoi, vous voulez dire? C'est-à-dire que j'allais dire, je ne me laisserai pas humilier jusqu'à un certain point. Bon, il y en a un qui a commencé à un moment donné avec des attouchements. J'ai dit, non, ça ne va pas. Non, mais il n'y a pas de seuil. Mais bon, quand il y a des périodes de violence, je ne subis pas la violence passivement non plus. J'oppose une petite défense qui permet un peu de se protéger, un peu de montrer qu'il y a des limites, que je ne vais pas tout accepter. Et si je craque, c'est une fois qu'ils ont refermé la trappe, c'est pas devant eux. Donc il y a une forme de défi, c'est-à-dire... Ouais. Je ne vous accorderai pas ça. Non, ça, vous ne l'aurez pas. Et Ruslan, donc cet homme, on l'a dit, qui vient vous interroger tous les jours, et pendant 45 minutes, il y a une cassette, il y a 15 chansons, vous connaissez l'ordre des chansons. Et un jour, vous demandez des nouvelles de son fils, parce que vous l'avez entendu, et vous avez la sensation qu'il n'allait pas bien. Au début, il vous demande comment vous avez ces informations. Vous dites, mais non, j'ai entendu. Et vous pouvez poursuivre cette conversation, parce qu'elle va changer quelque chose, en fait. Oui, donc on parle des enfants, la difficulté d'avoir des médicaments en Tchétchénie après la guerre ou dans les républiques avoisinantes, les petites officines des ONG qui distribuent encore ici à droite, à gauche. Je lui dis que je suis prêt à lui donner des adresses, même lui écrire une lettre s'il a besoin. Et puis on parle des écoles, et puis on parle de la difficulté d'avoir des enfants, qu'est-ce que c'est que d'être un bon père. Enfin, on part sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le Ruslan que je connais, mais bon, il y a Ruslan me regarde, il a les yeux pétillants, on parle, on a une conversation, c'est fini, il ne me touchera plus. Il ne me touchera plus. Alors pour moi, c'est bien, parce que ça se passe dans les premiers jours de la captivité, donc ça veut dire que le rapport humain avec le garde, ils sont tous différents. Il y a des brutes, il y en a qui sont des soldats de fortune qui sont là-bas, il n'y a pas de prédéterminisme là, à ce niveau-là. Mais ça veut dire que la brute, si on arrive à faire l'effort d'aller chercher le petit côté humain, il y a un petit quelque chose, on ne peut pas changer le rapport de force, mais on peut lui montrer qu'on n'est pas qu'une marchandise. Mais si on ne fait pas cet effort-là, et ça c'est une leçon de vie, c'est si on ne fait pas cet effort-là tous les jours, ce n'est pas la peine de se lever. Vous voulez dire en captivité ou dans la vie en général? Maintenant, dans la vie en général. Oui, mais il y a des gens avec qui on ne s'entend pas, on n'est pas d'accord, qui ont des opinions extrêmes. Écoutons les gens, essayons de chercher la petite particule commune qu'on a. Donc, trouver une part d'humanité chez des humains qui nous humilient et donc qui provoquent la colère, la tristesse, l'envie de vengeance, etc. C'est un syndrome, un phénomène que vous connaissez, ça? Ben oui, puisque ça permet aussi de rétablir le lien. Le lien avec un autre humain, en particulier pour vous, qui était complètement rompu, puisque vous n'aviez affaire qu'à des brutes épaisses, qu'à des animaux, finalement, par rapport à vous, puisque vous êtes humain. Et là, je trouve que c'est vraiment très parlant, puisque vous arrivez à trouver cette part d'humanité, et finalement, ça permet de vous mettre en lien avec cet homme qui a été à un moment donné votre bourreau, mais qui va vous permettre de survivre, finalement, dans des conditions beaucoup plus acceptables qu'elles ne l'étaient auparavant. Et vous, c'est une victoire aussi. Enfin, j'imagine que vous avez pu le ressentir comme ça, comme étant une victoire sur l'agresseur, finalement. Oui, non, tout à fait. Alors, je disais, je n'ai pas renversé le rapport de force, mais ça veut dire que, finalement, ces échanges avec Ruslan qui étaient violents, c'était quand même une forme de communication quelque part. Déséquilibrée, mais une forme de dialogue.
et que si on va au contact, on peut trouver cette petite corde qui va changer un peu la dynamique, ou au moins insinuer le doute, et qui permet un traitement un peu meilleur. Ça va peut-être pas changer les négociations pour la sortie et tout ça, parce que les types n'avaient pas forcément d'influence là-dessus, ou tout du moins pas l'influence qu'ils disaient avoir. Puis vous, ça vous permet de retrouver aussi votre humanité. Voilà, ça permet de dignité, confiance en soi, et de se préparer pour la prochaine épreuve. Exactement. Le prochain Ruslan, bon, ce sera peut-être une autre formule, mais même la pire brute, dans les pires moments, vous avez peut-être une clé. il y a peut-être une chance, il faut trouver l'ouverture. Comment on garde un repère temporel quand on est 10 mois dans l'obscurité avec un quart d'heure de bougie dans 24 heures? Alors, un quart d'heure de bougie, j'avais une vieille montre sans valeur qui me permettait de savoir que c'était un quart d'heure, donc ça me permettait de mesurer un peu le temps par tranche pour les exercices et tout ça. Il t'avait gardé ta montre? Oui. Ah oui, c'est ça. Ah bah, ils l'ont regardé sous tous pareil, les angles. Il me dit comment t'as c'était une montre made in China qui coûte rien, il ne comprenait pas, donc aucune valeur marchande, donc tu la gardes. Donc aucune utilité. J'avais mes lunettes mais dans le noir. Moi, ils n'étaient pas cohérents avec eux-mêmes. Non, enfin, parce que... pas grave. Et c'est un détail, mais vous étiez dans le noir et vous arrivez à voir l'heure dans le noir avec cette montre? Non, c'est-à-dire que les 15 minutes... Pendant les 15 minutes. Vous calibrez le quart d'heure. Voilà. Où je peux faire mes exercices pendant le quart d'heure et puis manger après dans le noir ou des choses comme ça. Donc je calibre. Donc je connais quelques petits repères de temps pour les exercices que j'ai. Mais autrement, non, des oiseaux, des bruits de voiture. Là, vous savez que c'est le jour. Voilà. Plus froid la nuit, enfin bon. Donc il y a d'autres notions sensorielles qui permettent plus ou moins de déterminer le jour et la nuit. Et puis quand je serai libéré, je serai à 3 jours près, 2-3 jours près dans le vrai au niveau de la date. Ah oui, tu avais réussi quand même à garder aussi. Oui, mais pas au jour même. Enfin, sur 10 mois, 3 jours près. Donc ça veut dire que le matin, vous vous réveillez, vous comptez, vous dites, bon, aujourd'hui, c'est tel jour. Ah oui, non, on compte beaucoup. Hein. Et si le matin, vous vous réveillez, d'ailleurs, les phases de sommeil, elles se font le jour, la nuit, quand? Ah non, mais je me couche, je m'oblige à faire mes exercices. Je m'oblige à partager la miche de pain en 2, comme ça me fait 2 repas. Donc la journée est très rythmée, comme il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe, il n'y a rien à décrire, donc il faut rythmer la journée. Quand on le raconte, on a la sensation d'un grand flottement. Et là, vous dites, non, c'est structuré, j'ai mes 2 miches de pain. Ah oui, ma journée, elle est structurée, mais en dehors de la cellule, j'opère en dehors du temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Les bribes d'informations que certains gardes me donnent, j'ai aucune confiance dans ce qu'ils me racontent. Je ne les crois pas. Et tu as réussi à garder la sensation de la nuit, jour, etc. Oui, plus ou moins. Parce que la nuit, pas trop les premiers jours, mais après, je me suis adapté. Ouais. Et les phases de désespoir, parce que vous disiez des moments où on pense au suicide, c'est des choses, c'est des sensations qui durent quelques instants, quelques heures ou quelques jours? Non, c'est quelques minutes. C'est quelques minutes. C'est une forme de fatigue mentale, le refus aussi, parce qu'on les voit, ils pensent déjà à ce qu'ils vont faire avec l'argent de la rançon, envie de les priver de ça, envie de... Donc la colère maintient en vie. Ah oui, non, la colère, il en faut un peu. Hein. Le jour où on perd cette capacité de protester totalement, je crois qu'on perd sa dignité, c'est difficile de remonter après. Georges, la colère, c'est une émotion aussi qui existait pendant toutes ces émotions? Non, pas trop. Non, non, pas de colère vis-à-vis de... Parce que c'était stérile, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une colère qui aurait été vaine et qui n'aurait servi à rien. Mais parce qu'au-delà de la situation géopolitique, vous êtes un être humain, il y a un autre être humain qui est là et qui vous prive de votre liberté. Oui, alors ça c'est vrai. Alors non, moi la question que je me posais, je veux dire, après ce monsieur, je le retrouve à Paris, j'ai un flingue, est-ce que je le tue ou pas? Vous posez la question à ce moment-là. Voilà, je me pose la question. À quel point vous êtes informé de ce qui se passe en France? Il va y avoir des manifestations, des gens se mobilisent? On est informé au début un peu involontairement parce que justement ils nous disent en faisant ces entretiens vidéo, tout ça, qu'il y a beaucoup de manifestations, qu'on est plus connu que le président de la République, que le ministre de la Défense se balade à droite à gauche, etc. Bon, d'une part, on ne sait pas si c'est vrai, d'autre part, ça nous fait une belle jambe, quoi. Mais on voit bien quand même que derrière leur cagoule, ils jubilaient. Parce que pour eux, ça leur donnait de l'importance, quoi, de la notoriété par rapport aux autres groupes, donc, etc. Mais bon, on se disait aussi,
espérons que ça ne va pas trop loin, parce que, bon, je suis désolé, mais on rationalise encore, et la mobilisation, ça fait monter les enchères. Donc on se disait... Bon, c'est à ça bien. que vous pensez? Mais non, oui, parce qu'on est journaliste aussi. On voyait qu'ils étaient en train déjà de compter les liasses de billets. Il y a eu une mobilisation énorme. Ils ont vu qu'ils avaient quand même entre les mains des types intéressants. Ils ont trouvé un stratagème pour faire monter les enchères à travers la demande d'abrogation de la loi sur le voile, là, qui a provoqué une mobilisation énorme, une peur, parce qu'au même moment, ils avaient quand même assassiné l'otage italien qui était avec nous. Et donc, voilà, donc ils étaient dans cette logique-là de faire monter les enchères, de voir, etc. Donc, non, nous, on disait, pourvu que ça monte pas trop, parce qu'on voulait, c'est que la porte s'ouvre. Donc voilà, mais ils nous le disaient un peu parce qu'ils étaient... la première vidéo qu'ils ont fait de nous, le type, quand il nous dit, ben voilà, en France, vous avez... votre président là, a fait voter une loi sur l'interdiction du port du voile à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on dit, ben, évidemment, c'est pas bien, ça. C'est pas bien, on est contre, les filles doivent être libres, blabla, etc. Et puis il dit, mais si jamais, à cause de cette loi, vous étiez tué, qu'est-ce que vous dites à votre président? Alors, je lui dis, il faut qu'on appelle notre président à abroger cette loi sur le voile, tout ça. Bref, il termine sa vidéo, et je lui dis, mais si tu nous tues, tu vas pas abroger la loi sur le voile. Et il me répond en anglais, it's up to you to play the game or not. C'est à vous de jouer le jeu ou pas. Et je lui ai répondu en arabe, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va jouer le jeu. Donc, alors qu'en France, c'était la panique totale jusqu'au plus haut sommet de l'État, parce qu'il n'y avait pas ce débrief, il n'y avait pas le making-of de l'enregistrement, nous, on comprend qu'en fait, bon, voilà, ils font monter la tension, c'est la loi, effectivement, dans ce genre de prise d'otage, mais il nous dit, en fait, c'est du bluff. Et donc, on est plutôt rassurés. Et puis, effectivement, 15 jours après, 3 semaines après, il y a cette première pseudo-libération, etc. Et puis après, ça se complique. En plus, il y a un député qui interfère. Bon, voilà. Mais c'était très bizarre parce que, effectivement, ce type-là, leur chef du service de renseignement, qui était un type mesquin, etc., sur ce coup, il a été sympa avec nous parce qu'il nous a fait comprendre qu'en fait, tout ça, c'était du blabla, quoi. Vincent, ces changements, finalement, de lieu de détention et de geôlier, c'est des changements de relations humaines. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, de ces détails-là? C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est à chaque fois une nouvelle situation, on essaie d'interpréter ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire. Comment ça se passe? C'est très déstabilisant, parce que si on est resté sur un lieu de détention pendant un mois, on s'est habitué. On s'est habitué à ceux qui parlent pas, reconnaître les pas. On sait qui va ouvrir la porte. Donc on peut préparer un petit peu le petit bout de dialogue, la petite phrase d'ouverture. On sait si on peut demander quelque chose, si on peut rien demander. Et donc il faut se réhabituer, il faut essayer de redécoder rapidement les individus, essayer de jauger leur capacité à communiquer sur quelque chose d'intéressant, à avoir un petit avantage, à négocier un petit truc. Ou est-ce qu'il va falloir laisser la partie un peu plus râleur de soi prendre le devant et fixer la barre un peu plus haut? Donc c'est une adaptation constante. Et c'est déstabilisant en fait. Et ces gens-là sont geôliers, mais au fond, ils n'ont pas toujours été geôliers. C'est-à-dire que vous avez des êtres humains en face, et vous arrivez à imaginer leur vie en dehors? On arrive à imaginer un petit peu leur vie en dehors. Il y en a 2-3 qui disent de petites choses. Il y en a un qui va me parler de littérature à un moment donné, de littérature française classique. Attends pas du tout à ça, c'est complètement déstabilisant dans ce contexte-là. Il y en a un qui est cagoulé, très jeune, qui vient me voir et qui me dit je te remercie pour l'assistance que les organisations comme la tienne nous ont donnée à moi et à ma famille quand on était déplacés pendant la première guerre au Daghestan. Donc, il voulait probablement bien faire en me disant ça, mais pour moi, c'était vraiment comme un couteau dans le ventre, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de gratitude, il vous met dans cette situation. Oui, puis c'est ça. Puis il questionnait tout l'engagement, tous les sacrifices faits, les collègues tombés. Comment ça se fait que ce gars-là, on l'a aidé avec sa famille il y a 1 an, puis il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. Donc ça amène beaucoup de réflexions sur le questionnement de ce qu'on fait, l'éthique de ce qu'on fait, la manière dont on communique aux populations qui souffrent sous les guerres, et si, effectivement, si les humanitaires, on n'est pas parfois la caution pour les politiques qui veulent rien faire. Alors, on va parler de la libération. Voilà. C'est-à-dire, on va parler de la libération. À quel moment, dans votre cerveau, il y a un signe qui vous fait penser qu'il y a peut-être un dénouement? Un jour, il y a un
gardien qui vient avec sa calage. Et puis, il avait des chaussettes avec une tour Eiffel dessus. On dit, ah, tu vois, tour Eiffel, Paris, bye bye Paris, bientôt, quoi. Visiblement, on est dans une phase là de post-crise, de pré-libération, et voilà. Et bien alors, la libération, alors finale, on l'a vraiment vu parce que 3 jours avant, notre chef des services de renseignement est venu, et là, il a fait une nouvelle vidéo, mais là, une vidéo, non pas, on n'était pas assis, mais on était debout, en mouvement, des pieds à la tête, c'est-à-dire, voilà, il fallait montrer aux Français, aux services de renseignement français, que la marchandise était en bon état. Mais cela étant, on ne saute pas au plafond parce qu'on a vécu 3-4 fausses libérations. Voilà, on s'est dit, OK, Inch'Allah, hein, ça va venir. Donc voilà, et effectivement, alors, on lui a dit, la libération, il a dit demain ou après-demain. Alors on s'est dit, s'il dit demain ou après-demain, ça va plutôt être après-après-demain. Et bizarrement, curieusement, le lendemain matin, sur le coup de, je sais pas, enfin en fin de matinée, il y a un jeune chebab, un jeune garde qui vient et qui nous rend nos passeports et qui nous dit « Yallah, khalas, it's over, c'est fini », etc. Et donc, là, on comprend que, voilà, on comprend, et donc il nous ligote les mains, il nous bande les yeux, et là, ils nous mettent dans le coffre d'une voiture, mais ils nous débandent les yeux, alors que dans tous les déplacements précédents, on était ligotés et les yeux bandés. Et donc là, on se dit, bah oui, c'est bien, parce que quand on va sortir, il va falloir qu'on se repère, quoi. Donc c'est bon signe, quoi. Mais je me souviens, dans le coffre de la voiture, là, on était tous les deux avec Christian, et donc c'est vrai que là, on priait encore comme des automates, quoi. Voilà. La voiture s'arrête, le coffre se lève, et donc nous, on sort, etc. Donc il y avait beaucoup d'armes, parce que voilà, l'opération avait été montée, il y avait 3-4 GMC de la DGSE, du service action, etc. Et bon, voilà. Et donc là, on avance vers le monsieur cravaté de la DGSE, et voilà. Et bien, les types étaient nerveux, mais c'était hallucinant, parce qu'on était le 20 décembre, il faisait assez beau à Bagdad, le long de l'autoroute, quoi. Donc les gens passaient. À quelle seconde, à quel moment les choses, enfin, vous réalisez qu'il y a un vrai bizarrement, dénouement. c'est ça se fait pas, quoi. La nuit suivante, par exemple, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, parce que vous êtes dans un état bizarre, second, je ne sais pas comment le qualifier, parce que c'est pas naturel. On pourrait dire de déréalisation, parce que finalement, le réel auquel vous étiez complètement adapté, oui. Vos cognitions, tout votre être, finalement, était complètement adapté dans ce réel-là. Tout à fait. Il est confronté à une réalité que vous avez connue, mais il y a bien longtemps, mais qui est tellement à des lieux et des lustres de ce que vous avez vécu au quotidien pendant 3 mois, que finalement, c'est plus votre réalité. Non. Et puis je pense que, comme vous avez compris, on s'était carapacé, on s'était bien blindé, rationalisé, blablabla. Bla, bla. Donc la carapace, il fallait la casser après, quoi. Voilà. Parce que vous n'étiez pas forcément, vous avez tout fait pour ne pas vous connecter à toutes vos émotions, pour pas craquer. Et donc là aussi, vous n'êtes pas connecté à toutes vos émotions, même quand elles pourraient être joyeuses. On va regarder des images de votre libération, des images officielles, de me dire si vous vous rappelez de ce que vous ressentez dans ces moments-là. Difficile, parfois très difficile, mais on n'a pas perdu espoir et on avait confiance dans l'action des autorités françaises. On a réussi à surmonter un certain nombre de difficultés. On a tenu parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. De toute façon, quand vous êtes otage, vous n'avez pas, il faut tenir et puis il faut se dire que finalement, chaque jour qui passe vous rapproche de la fin. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images? Non, c'est l'image, moi, que je retiens avec ma mère, qui est décédée aujourd'hui. Enfin, vraiment il y a une étreinte et il y a une émotion collatérale, voilà, qui va au-delà de. Et là, pour le coup, c'est les émotions qui parlent, parce que la photo a été prise après. On voit, quel que soit l'âge, on est le fils de sa mère, et j'avais beau avoir 40 ans, donner l'impression d'être fort. C'était physique, quoi. Il y avait, donc voilà, c'est l'image que je garde. Surtout qu'en plus, c'était quelqu'un de fragile. Donc je l'imaginais s'étant effondré pendant toute cette épreuve.
Et lorsque on est arrivé à l'aéroport de Chypre, sur le chemin du retour, que Barnier, ministre des Affaires étrangères, nous a accueillis avec le patron de la DGSE, tout de suite, on nous a donné un téléphone et j'ai parlé à ma mère qui cheminait vers Paris pour nous récupérer. Et je m'attendais à la trouver en décomposée et j'ai eu en face de moi quelqu'un, enfin au téléphone, de très, très forte. Alors là, je n'ai pas compris. Là, je me suis dit, non, oui, ça va, tout va bien, etc. Et donc, finalement, comme quoi, la nature humaine est très, très bizarre, quoi. Et je lui ai dit après, et alors effectivement, et mon père, lui, qui paraissait plus solide, en fait, c'est lui qui s'est effondré. Et donc voilà, c'est aussi, oui, ce sont des épreuves que chacun surmonte avec ses atouts et ses faiblesses. Mais ça, voilà, ça m'a beaucoup surpris, ça, sa réaction. Vincent, 317 jours dans le noir, dans l'obscurité. À quel moment, en tant qu'être humain, dans votre cerveau, il y a un signe qui vous fait penser qu'il y a un dénouement qui s'approche? J'entends des ordres, j'entends des armes qui tombent dans un couloir, j'entends beaucoup d'allées et venues, énormément de nervosité qui n'est pas habituelle. J'ai du mal à décoder tout ça. Je saurai après que, en fait, 4 otages ont été décapités 3 jours avant ma libération. Je ne les ai jamais vus. On n'était pas sur le même lieu de détention. Mais ils ont été décapités pas très loin. On a trouvé les corps d'abord et pas les têtes. Donc il y a eu un peu de panique à Paris. On dit famille, enfin tout le monde s'est mobilisé parce qu'il y a une période d'incertitude sur à qui appartenaient ces corps. Ça se passe en Tchétchénie, qui n'est pas accessible pour personne. Donc nervosité et là une accélération des négociations derrière la scène. Mais bon, il y avait eu une tentative de libération après 3 mois où on m'avait amené en plein jour avec une quinzaine de voitures à visage découvert dans le no man's land sur une route entre le dernier poste frontière de Tchétchénie et le premier poste frontière de l'Ingouchétie. Donc là, c'est quelques mois avant où vous êtes convaincu que vous allez être libéré. Ah bah oui, là je suis en plein jour. C'est un peu comme les échanges d'espions à Berlin dans les années 50. Je vois la liberté, elle est à 100 mètres. Hein. Et ça se passe mal. Et ça se passe mal et on me remet dans la voiture. Et là, c'est la plongée dans le cauchemar, quoi. Parce que je croyais que j'allais être libéré ce jour-là. Il y a un truc qui a mal tourné. Qu'est-ce qui a mal tourné, en fait? Côté ravisseurs, ils ont dit que la rançon était faite de faux billets de dollars brésiliens. L'autre côté, on me dira après qu'ils n'avaient pas l'intention de me libérer, que j'allais me faire descendre dans le dos par des snipers. On ne sait pas où est la vérité. De toute façon, je ne la saurai jamais, cette partie-là. Mais donc, le jour de ma Ça fait partie des moments les plus difficiles, j'imagine. Oui, le retour de... Non, parce que c'est la première fois que je sors aussi de la cave. Il fait beau. Il fait un temps magnifique, un beau soleil. Je suis à visage découvert. Il y a une identification au téléphone. On me pose des questions débiles. Je n'ai pas une très grande mémoire des dates de naissance. Bon, l'année de naissance de mon père, je ne savais plus. Enfin, bon, des trucs comme ça. Mais donc, pour s'assurer qu'il y ait bien quelqu'un, et j'arrive. Donc, mais je vois aussi, à ce dernier poste frontière de Tchétchénie, le ministre de la Défense tchétchène, donc des gens que j'ai côtoyés dans mes fonctions avant. Donc je réalise l'échelon de complicité dans la hiérarchie tchétchène que je n'ai pas à faire qu'à un groupe. Il y a une protection autour du groupe, quoi. On est en plein jour. Ouais. Il y a 150 véhicules arrêtés pour laisser l'échange avoir lieu en plein jour, quoi. Enfin, c'est un trafic. Enfin, donc là, je réalise que bon, c'est compliqué, mais bon, ça va avoir lieu, quoi. Et ça n'a pas lieu. Donc là, je sais que je reprends pour des mois derrière. Je sais que j'en reprends pour des mois derrière. Que la confiance est brisée, que les canaux de négociation ne marchent pas, qu'il va falloir changer d'intermédiaire. Il faut tout reconstruire. On repart à zéro. On remet le compteur à zéro. Donc là, c'est pas la meilleure journée. Donc le jour de ma libération, bon, il y a de l'agitation. On me dit, oui, on va partir. Et bon, bah, ça ressemble à un transfert normal, sauf que je ne suis pas dans le coffre. Je suis assis derrière. Les yeux bandés, les yeux pas bandés. On vous annonce rien? On m'annonce rien, on bouge. Je pose des questions, tais-toi, donc on se tait. Je suis assis à côté de gardes armés dans des 4x4 rutilant neufs. Il y en a tout un convoi de 4x4, très tôt le matin, 3h, 3h30 du matin. Et donc c'est des gens en confiance, en armes, visage dévoilé, jamais vus avant.
Et puis on passe à un dernier groupe. On passe à 4 autres personnes qui doivent être le dernier maillon de la chaîne d'échange. Et là, on me rebande les yeux. On me fait asseoir derrière dans la voiture, pas dans le coffre. Ils sont 4 et puis ils vont tout terrain, hors la route. Ça roule pendant 5 minutes à travers des champs. Et puis d'un seul coup, des coups de feu éclatent dans tous les sens, des coups d'armes automatiques, la fenêtre sur le côté gauche qui vole en éclats. Là, c'est le côté formation qui reprend le dessus, c'est que tu te mets à couvert. Tu plonges par terre, donc le garde qui est à ma gauche est probablement tué et me tombe dessus. À droite, il n'y a plus personne, il y a un vide, la porte est ouverte. Donc je m'extrais de la voiture, je vais me cacher derrière le pneu arrière en rampant. Je suis menotté derrière, je vais me cacher derrière le pneu arrière droit de la voiture. J'entends les échanges de feu. Votre vie est en danger, ça vous le comprenez, mais vous ne savez même pas pourquoi en fait. Ah ben pour moi ça tourne mal, il y a un truc qui n'est pas réglé quoi. Puis, Ou alors vous l'avez dit, hein, les Russes prennent pas des gants dans les libérations d'otages. Tout n'a pas été réglé au millimètre. Et donc ça se passe mal. Il y a un truc qui se passe mal, mais ça peut se passer mal dans... C'est ou retour à la caisse départ, ou je me fais tuer d'une manière idiote. Non, et puis pour moi, c'est pas maintenant, quoi. Vous pouvez me garder dans leur cave, si vous voulez, quelques jours de plus, s'ils n'étaient pas prêts, quoi. Pas mourir maintenant, pas comme ça, quoi. Et puis à un moment donné, j'entends un cri en russe, où est l'otage, où est l'otage. Puis il y a quelqu'un qui me trouve, qui me tire, qui me fait agenouiller. Et puis je dis, ne tire pas, ne tire pas. Parce que là encore, on me fait agenouiller. C'est la même scène que la scène de départ, quoi. Je me retrouve, après 10 mois, à devoir m'agenouiller et à attendre l'ordre, quoi. Et ça canarde autour. Et puis à un moment donné, je me fais insulter, marche, lève-toi, marche. Et puis je me fais tirer par 2 bougres qui me tirent sur une centaine de mètres en me soutenant par les aisselles et qui me balancent dans une autre voiture. Et quand ils me jettent sur le sol de la voiture, je heurte avec ma tête un casque. Et là, je me dis, je suis côté russe, je suis plus côté tchétchène, ils n'ont pas de casque. Et puis on m'enlève mon bandeau, il y a un soldat des forces spéciales russes qui est là, pas bavard. Je lui dis merci. Il me dit, tais-toi, c'est pas fini. Et puis on roule, ça tire encore en l'air et tout ça, ils sont nerveux, et puis ça roule. Je pose 2-3 questions, pas de réponse. Il n'y a rien, il n'y a pas un mot. Froid comme tout. Et puis on va vers la maison fortifiée d'un député du Parlement russe de la Douma, un député ingouche qui est là. C'est devenu le QG opérationnel des Spetsnaz russes. C'est là qu'ils ont préparé leur opération. Et puis on me fait sortir de la voiture et on essaie de trouver des clés pour m'enlever les menottes. Et puis on me tape sur le dos. Puis je vois 2 soldats blessés. Je vais les remercier. C'est la première fois que des gens risquent leur vie pour la mienne. J'ai risqué la mienne pour d'autres, mais c'est la première fois que ça se passe dans l'autre sens. Le chef du commando se présente, et puis là, il dresse une table. Il y a le président ingouche. Mais tout ça, c'est en une demi-heure. Il faut boire de la vodka cul sec. Il faut en boire 15 en bouffant du caviar. Pas de français. En faisant le diplomate, il n'y a pas un français. Il faut faire le diplomate, remercier tout le monde, remercier le président, le Premier ministre. Je demande un téléphone et j'arrive à parler à mes parents rapidement. Un avion militaire des forces spéciales russes me ramène sur Moscou. L'ambassadeur de France vient me chercher à Moscou. On me met devant des caméras. Moi, je parle de justice. Il n'y aura pas d'impunité. Je connais les gens qui ont fait ça. Il faudra payer. Donc après, tout le monde me tombe dessus en me disant « tu la fermes ». Donc plus question de parler à la presse. Tu la fermes, c'est fini. Ton histoire, elle est finie. On n'en parle plus. Et donc, c'est une suite de malentendus dans la journée. Il y a un ambassadeur de France qui est très gentil, très bon, gentil. Je vois un docteur, un bilan de la casse et des premières douches, un bon repas. À l'ambassade de France, aller encore remercier le Premier ministre russe, les caméras russes. Tous les mots sont contrôlés. Je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Et puis, je vais à l'aéroport. À l'aéroport, il y a d'autres incidents. Le Premier ministre français fait envoyer un avion pour me ramener à Villacoublay. Je leur dis non, je ne vais pas à Villacoublay, je n'ai pas de famille à Paris, je ne vais pas à Paris. C'est fini, je ne suis plus otage. Je rentre chez moi.
Alors là, c'est non, mais vous devez, il y aura le président, il y aura le Premier ministre. Je dis, je n'ai rien à foutre. C'est fini, ça. Je fais ce que je veux maintenant. Et donc là, ça dure des heures de négociation. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est quoi? C'est que chaque seconde de votre vie depuis 10 mois a été décidée par d'autres. Ah oui, et là, vous avez décidé là, que j'explose. Là, c'est fini, il n'y a plus de... Donc il y a une complication, parce que l'avion, il a son plan de vol, il doit aller à Villacoublay. Ben, je dis, je pars pas. Et puis il y a une deuxième complication, c'est que j'ai pas de visa de sortie. Pour quelqu'un qui réside en Russie, il faut un visa de sortie. Mais j'ai dépassé la période de séjour en Russie, donc il manque un tampon dans le passeport. Il manque un tampon pour partir. Et ça, c'est un samedi matin, ou un dimanche matin, je ne sais plus, ça ne se règle pas à Moscou. Le bureaucrate de service refuse. Donc ça prend 3 heures pour avoir un tampon de sortie sur mon passeport. L'avion est rerouté, je vais à Genève, où ma famille m'attendait, mes amis m'attendaient, et mes collègues m'attendaient. Et donc tout ça, c'était pas un peu prévu. Et puis bon, à Genève, ça se passe très vite. Embrassade, larmes, mais très peu. On me dit, on me soustrait très rapidement à la famille, à la presse, à tout le monde. Et puis c'est direction hôpital. Service maternité d'un hôpital où je suis enregistré sous le nom de John Smith à l'hôpital. On parle effectivement de ce qui se passe à l'hôpital. On a quelques images, vous allez me dire où c'est, parce que finalement c'est très, très confus tout ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Rien ne vous est familier à l'un et à l'autre, parce que vous êtes adapté à une situation, puis d'un seul coup, plein d'informations. On regarde ces images. Vous nous dites où ça se passe. Cet homme à la barbe fournie est libre. Vincent Cochetel, fatigué, amaigri, mais heureux, enlace chaleureusement l'ambassadeur de France, venu l'accueillir ce matin à Moscou. Cette nuit, à 5 heures heure locale en Tchétchénie, sur une route frontalière, les terroristes conduisent l'otage français dans un endroit plus sûr. Selon le président d'Ingouchie, les forces spéciales informées de ce déplacement prennent d'assaut le véhicule, une offensive musclée et sanglante, comme ce document des autorités russes le prouve. 2 officiers sont blessés et 3 ravisseurs tués. En fin d'après-midi, l'avion affrété par le gouvernement français s'est envolé pour Genève. Vincent Cochetel, après plus de 10 mois de séparation, y retrouvera sa famille. Donc, on l'a compris, ils n'avaient pas prévu de vous libérer. Eux n'avaient pas prévu de vous libérer, c'est pendant d'otage. Non, ça s'est accéléré, quoi. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à l'hôpital. D'abord, quand vous voyez ces images-là, parce que là, vous êtes trop plongé en le racontant, ça vous rappelle d'autres choses? Ouais, non, c'est le tunnel. Hein. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu dis bonjour. Oui, mais ce qui est surprenant, Vincent, c'est... Enfin, excuse-moi de te dire, mais c'est à ton honneur, mais tu t'es rebellé à la fin. Ce jour-là, il y a un seul objectif, c'est ils vont payer, ça prendra le temps qu'il faut. Ouais. Mais il y a des gens qui vont payer pour ça. Et c'est pas beau, c'est de la vengeance. Je crois au pardon. Après l'épreuve de justice, je crois au pardon. Mais non, mais tu as raison. Parce que moi, j'ai perdu des collègues là-bas. Ah oui, il y a des gens qui sont pas revenus. Et c'est l'impunité totale. Et ça s'arrête pas. C'est devenu un business, un marché mondial. Et il y a un groupe qui émule l'autre. Et ça continue. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je ne veux pas rentrer dans la logique on paye pas les rançons. C'est un débat éthique qui est faussé à la base. Allez demander à mes filles le prix de ma vie. Ça, c'est la vraie question. Allez leur demander. Est-ce que j'ai un prix? Est-ce que vous avez un prix? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne me pose pas cette question-là. S'il faut payer parce qu'il faut sauver une vie, bah, peut-être qu'il faut payer pour sauver une vie. Mais après, on cherche les gens. Après, on les traque. Ils ne vivent pas en paix. Et c'est ce que j'ai envie à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je sors, j'ai des choses à dire sur les gens. J'ai peur que ça sorte de ma mémoire. Mais il y a des informations précises. J'ai écouté pendant 10 mois et demi, j'ai des informations, je veux les passer, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'il y ait des conséquences, et personne n'est intéressé. Bon, ça prendra du temps, après, ils s'y intéressent, mais c'est remuer les dossiers qu'on ne veut pas remuer, moi, on me dira, même à l'intérieur de mon organisation, on me dira, non, mais si tu veux intenter des procès à des gens, tu vas mettre en danger la sécurité de tes collègues qui sont restés sur le terrain. Donc on te rend en avance coupable de ce qui pourrait arriver à des collègues que tu exposes à des risques que toi, que tu connais, que tu as vécu, et tu sais qu'il y a de l'impunité qui prévaut autour. Sur le plan moral, c'est pas acceptable. Quelque part, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que le cercle doit se briser. Et ça prend du temps, et ça prend de l'argent, des risques.
Mais non, il n'y a pas de raison qu'ils vivent en paix. Il n'y a pas de raison qu'ils vivent en paix. Alors vous allez passer par quelle phase finalement? Parce que on se demande dans quel état on sort de cette expérience, comment on vit les nouvelles situations, quelles sont les envies, comment on arrive à communiquer avec les proches. Comment ça se passe pour vous au départ? Moi, ça s'est passé, je dirais, relativement bien, parce que c'est vrai que la question que vous me posez, je me la suis posée, moi. En quittant Bagdad, dans l'avion des militaires français, je me suis posé, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire maintenant? Est-ce que je vais être cassé? Est-ce que je vais avoir envie de revenir au Moyen-Orient, continuer de faire ce métier? On a eu envie aussi de raconter toute cette histoire, parce qu'évidemment, quand vous sortez, vous êtes dans ce tunnel, mais vous avez une envie de parler, parce que pendant 4 mois, vous n'avez pas parlé. Et donc, on s'est confessé, on a raconté notre histoire, on a fait un bouquin, ça nous a permis un petit peu d'expurger toute cette angoisse qui a été accumulée. Et vous avez la sensation que le fait de le consigner, ça a fait du bien, parce que justement, il faut sortir toute cette angoisse accumulée. L'exercice de parole est indispensable. En général, les otages, quand ils rentrent, ils sont bavards comme c'est pas possible. Accueillis à l'aéroport, on a tenu le crachoir pendant 10 minutes, on aurait pu parler pendant 2 heures. Et donc, on a fait ça. Et puis après, j'ai continué ma convalescence. Et puis je me suis dit, il faut que ça se passe pas trop mal. Donc je redeviens ce que j'étais avant. Je veux dire, moi, je considère que c'était une parenthèse. Il faut surtout pas rester un ex-otage. Je redeviens ce que j'étais avant, et puis voilà. Et puis finalement, ça s'est bien passé, et j'ai mis un certain temps avant de retourner en Irak, parce que la situation, il y avait la guerre civile, après je retourne. Mais j'y retourne depuis, j'y étais il y a 3 semaines, je suis passé il y a 15 jours, pratiquement pas je dirais, à dessein, mais parce que j'allais à Nadjaf, je retournais à Nadjaf, je suis passé là où on avait été kidnappé. Et vous avez ressenti quoi? Là, j'avais pris un garde du corps, j'avais pris une voiture sécurisée, parce que quand je suis arrivé à Bagdad, ce jour-là, le cœur battait quand même. Je fais gaffe, je n'ai pas du tout envie de revivre cette expérience. Donc voilà, vous avez été là au mauvais moment, au mauvais endroit, vous avez été héros malgré vous d'un mauvais film noir qui s'est bien terminé. Le mauvais film est terminé, vous redevenez ce que vous êtes. Voilà. On va voir avec Vincent, effectivement, comment vous avez vécu les choses. Gaëlle, votre réaction quand vous entendez la manière dont Georges, finalement, a vécu la suite? On sent que c'est vrai, et puis c'est le cas généralement pour les gens, que l'important, c'est de retrouver la maîtrise sur son comportement et sur soi-même. Mais malgré tout, ce que vous décrivez est assez classique quand même de ce qui peut être réactivé d'un point de vue anxieux quand on est à nouveau confronté au lieu où on a été effectivement traumatisé. Sinon, je serais inconscient quand même. Je ne suis pas tout à fait. Donc effectivement, on peut ressentir quand on est reconfronté même à parfois des événements qui peuvent paraître anodins. Bien sûr. Mais qui font sens avec non, puis la voyez, prise d'otage. Quand je vois ces images, je suis encore bouleversé, ma mère, tout ça. Voilà. Vraiment, effectivement, on est aussi journaliste. Ça fait 25 ans que je couvre le Moyen-Orient. C'est vrai que c'est une actualité qui est là souvent. On se blinde un petit peu, mais c'est pas. Chez moi, il n'y a pas de volonté de cacher ou de voilà. Simplement, il faut essayer de surmonter ça, quoi. Vincent, quand vous entendez la manière dont Georges a vécu la suite? Bien, je dirais que. Pas de la jalousie, les circonstances sont différentes, mais bien une bonne maîtrise de C'était plus facile l'après. pour moi quand même que pour toi. De l'après, oui. Pour moi, ils m'ont mis sous surveillance médicale 24 heures sur 24, donc dans un service maternité d'un hôpital anonyme. Qu'est-ce qu'on découvre que vous avez du coup? J'ai des cervicales abîmées, j'ai 8 dents qui manquent, j'ai perdu 20 kilos. Enfin, il y a du dégât sur le plan physique, mais ça, c'est pas trop grave, ça se répare. Et puis après, c'est les traumatismes au niveau du comportement et puis sensoriels qui sont beaucoup plus profonds, long terme. Et là, on ne détecte pas sur une semaine. On sait que ça va être là. Donc après, il y a un accompagnement psychologique. Une semaine après la sortie de l'hôpital, il y a un accompagnement psychologique. On ne me met pas trop en contact avec ma femme et avec mes enfants pendant la première semaine parce que... On vous dit pourquoi ? Oui, on s'inspire de l'expérience des otages français au Liban, dont les enfants n'ont pas reconnu les parents, enfin les pères, quand ils sont sortis. Donc on dit on va y aller mollo. Donc on maîtrise ça, une demi-heure avec les enfants, le 2e ou 3e jour, avec ma femme pas trop longtemps. On ne parle pas de la captivité, on parle de l'avenir, on parle du temps dehors. On évite les sujets, donc il n'y a pas de verbalisation. L'un ne va pas passer son trauma à l'autre.
Donc le réflexe, et ça va venir après quand je reprendrai le travail après. Les collègues le matin qui me disent « Comment vas-tu ?» On répond quoi? La réponse, elle prend beaucoup de temps, on ne peut pas rentrer là-dedans, ça va. Donc on donne un semblant de normalité à tout ça. Et avant la reprise du travail, vous vous rappelez, donc vous êtes hospitalisé, vous êtes sous surveillance, c'est-à-dire qu'il y a même pendant que vous dormez des gens qui sont là. Oui, ils ont peur suicide, ils ont peur aussi que je m'échappe. Donc je suis un peu confiné, ça m'ennuie un peu. Et puis après, ils voient qu'ils ne peuvent pas me garder comme ça, donc ils me laissent sortir. Il y aura un suivi avec un psychologue qui fait bien son boulot. Et puis il y aura des rechutes. Parce que là, je fais beaucoup de sport. Mon employeur ne veut pas me reprendre tout de suite en disant « Bon, tu sais, prends le temps avant de reprendre le boulot. » Les collègues me disent bon, « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Je leur dis « Mais attendez, je retourne dans mon boulot. Parce qu'ici, je ne retourne pas, ça veut dire qu'ils ont gagné. Qu'ils m'ont enlevé toute particule d'humanité. Non. Je retourne faire mon boulot. Ça ne change pas ma perspective sur mon travail. Donc, je retourne. Mais... Et avant le travail, vous voyez quels sont vos besoins? En fait, je me sens bien isolé entre 4 murs. Je me sens bien aller courir tout seul dans les bois, aller escalader une montagne tout seul. J'ai un besoin de solitude. Je suis un ours sur le plan C'était pas votre nature social. Avant? Non, je suis assez joviable. Là, non, mais donc pas très communicant, assez renfermé. Pas d'euphorie, pas de grande joie. Donc c'est probablement des dépressions, mais enfin c'est pas détecté comme ça. Et puis il y a une phase de rechute qui est une phase un peu après 3-4 mois, qui est une phase d'incident violent où je sens de la violence dans moi et je sais que je peux être dangereux, pas pour ma famille, pas pour les proches, mais pour des petits cons qui se comportent mal dans les transports en public à Genève. Vous avez l'image d'une scène comme ça dans le j'ai une transport? scène où il y a deux gamins qui étendent leurs jambes sur les places devant eux, qui étaient des places pour personnes âgées. Et une vieille petite dame qui rentre dans le tram et qui demande aux jeunes d'enlever les pieds. Et, bon, c'est comme dans un métro à Paris, c'est des scènes de violence verbale où tout le monde entend est plongé dans son journal ou dans son mobile, mais personne ne va intervenir. Et moi, je vois la scène et il n'y a plus de contrôle. Il y a plus de contrôle. Donc je prends un des deux jeunes, je le soulève et je vois le moment où il va ramasser pour toute la violence enfouie pendant 10 mois et demi, il va prendre pour tout. Et je suis hors de moi, je peux faire mal. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas quelqu'un de violent. L'autre voit que je suis fou. Des échanges verbaux très forts. J'arrête le tram, l'urgence, la manette d'urgence. Je dis maintenant on va régler ça sur le trottoir. Les gens applaudissent dans le tram le fait que je sors les deux gamins parce qu'ils avaient entendu l'agression verbale de cette personne âgée. Je dis vous me faites vomir, vous êtes pareil. Vous écoutez, vous êtes passif. Donc je suis hors de moi. Les deux gars détalent sur le trottoir à Genève et je me retrouve tout seul sur le trottoir et je m'aperçois que ça déconne, quoi, qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de contrôle, quoi, que je suis dangereux. Donc là, on retourne dans une phase qui va être un peu plus de médicaments, d'antidépresseurs, des choses légères, des choses lourdes, des choses qui changent un peu le comportement. Et puis, au fur et à mesure du temps, tout ça s'atténue. Mais il y a des lieux que j'évite. J'aime pas les parkings souterrains, l'odeur d'urine. Enfin, il y a des odeurs, des sons, des lieux. Il y a des choses à éviter. C'est juste sous la peau, quoi. Ça peut ressortir... Ça peut sortir à tout moment, et puis bon, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprivoiser. Quand vous dites des sons, vous vous rappelez d'une scène où vous avez des écouteurs? Oui. Ah, ça, c'est pas, il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire, deux mois, je presque 20 ans après les faits. Ah oui, mais bon, c'est hier. Hein. C'est la mémoire sensorielle, c'est vif. Hein, non, je suis avec des écouteurs, je suis en train de parler avec mon amour, et puis d'un seul coup, il y a une interférence radio, comme ça arrive des fois, et j'entends une saccade de mitraillette dans les oreilles, c'est... Et donc là, en une seconde, la table avec les croissants, les cafés est balancée sur les voisins dans le café à l'aéroport de Genève et je suis allongé par terre. Et la saccade de mitraillette continue et je regarde autour de moi, je vois les pieds, je vois des gens assis. Je me relève, tout le monde est assis. 2-3 personnes qui viennent me voir en me disant « Monsieur, ça
Monsieur, ça va bien? Je leur dis, oui, écoutez, j'ai entendu un bruit de mitraillette, il y a une interférence radio. Vous savez, le climat des attentats et tout ça. Oui, oui, ça va, ça va. Vous voulez qu'on appelle quelqu'un? Je dis, non, non, ça va, ça va. Quoi, mais en une seconde, j'étais par terre, allongé sur le sol. Donc, c'est pas des choses que je maîtrise totalement. Quoi. Gaëlle, c'est quoi là? C'est le cerveau reptilien qui réagit, c'est quoi? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà, d'une part, ce que vous décrivez, qui sont quand même des symptômes qu'on rencontre dans les états de stress post-traumatique, c'est l'évitement à des situations qui peuvent, comme ça, réactiver l'anxiété, l'angoisse et vous rappeler finalement ce à quoi vous avez été confronté et ce qui vous a fait souffrir. Et oui, là, à ce moment, au moment où vous entendez quelque chose qui fait sens pour vous, qui sont les bruits de mitraillettes, à la fois, vous vous déconnectez complètement et vous réagissez de façon automatique. C'est-à-dire que vous avez été conditionné, bruit de mitraillette, on se protège, on se met à terre. Et donc, effectivement, là, vous êtes replongé d'emblée dans ce que vous avez appris, finalement, à maîtriser. Réflexe primaire, quoi. La relation avec les humains à la suite de ça? Après, ça va. Après, la chance, c'est d'avoir des petites gamines, des enfants. On ne triche pas avec les enfants, il faut jouer, quoi. C'est plein de vie, il y a des attentes. Elles ont apprécié le temps de la détention différemment, elles étaient petites. Essayez un petit peu de faire comme Georges, je ne suis pas l'ex-otage, je suis monsieur personne, je retourne, je fais mon boulot, et puis non, retrouver la normalité, retrouver l'anonymat, faire passer un petit peu de l'expérience acquise dans les formations professionnelles internes, que ça serve à quelqu'un, que ça serve à quelque chose, donc il y a le côté un peu utile. Georges, c'est un bouquin, moi, c'est passer, un peu transmettre. La tentation d'écrire un peu pour décrire aux proches un peu ce que j'ai vécu, puis je ne l'ai pas fait. Regrette un peu, mais je ne l'ai pas fait. Je ferai peut-être un jour, mais bon, je ne sais pas si ça intéresse grand monde. Parler sur quoi? Décrire le néant, décrire des états psychiques dont je ne suis pas très fier. Parler des sentiments de vengeance, parler de... Non, je ne sais pas. Donc... J'ai fait un truc, là, un TED Talk une fois, un petit peu pour communiquer sur cette conférence question d'impunité. Voilà, une conférence sur Internet pour communiquer un peu sur l'impunité, pour rendre hommage à ceux qui sont parvenus et pour expliquer un petit peu le sens de tout ça quelques années après. Et le sens, c'est quoi pour vous aujourd'hui? C'est le sens, c'est que c'était pas un risque fou d'aller là-bas. J'ai été là-bas parce qu'il y a des populations en souffrance. C'est quelque chose que j'ai choisi, le sens de ma vie, c'est un engagement de 30 ans, c'est pas quelque chose auquel je renonce comme ça. Qu'il y avait des bonnes raisons de le faire, mais bon, qu'il faut être prudent parce qu'on a un environnement qui a changé. Travailleurs humanitaires, avant on était victime d'accidents, une mine sur une route, maintenant on est devenus des cibles monnayables. Donc ça a changé la manière dont on travaille, on est un peu plus isolé des populations avec lesquelles on travaille. Donc on souffre un peu d'un syndrome du sous-marin, quand on voit les gens à travers des périscopes, mais on n'est plus trop en phase avec les environnements dans lesquels ils vivent, pas assez à mon avis, parce qu'on est obligé de se protéger. Donc ça c'est un peu un problème, donc il faut travailler un petit peu sur la perception, comment ces populations nous voient et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc là il y a beaucoup de chantiers sur lesquels il faut travailler, mais aussi un peu une forme d'humilité. Moi, je sais que j'ai un regard sur les réfugiés avec lesquels je travaille qui est encore peut-être un peu plus proche aujourd'hui, parce que je ne sais pas ce que c'est que d'avoir vu ma femme ou mes enfants se faire tuer devant moi. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir vu ma maison détruite. Je ne sais pas ce que c'est de perdre la protection de mon pays et devoir fuir mon pays. Mais je sais ce que c'est que la captivité, je sais ce que c'est que la torture, je sais ce que c'est que l'humiliation. Et quand il y a un demandeur d'asile devant moi qui ne peut pas s'exprimer sur quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il ment. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir un petit peu de temps avant qu'il puisse nous raconter ce qu'il a envie de nous raconter. Et donc, il faut faire gaffe, c'est des vies. C'est le message. Oui. C'est votre message aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on est comme ça dans un état psychique de traumatisme, on ne peut pas toujours exprimer ce qu'on ressent. Et c'est pas parce qu'on peut pas exprimer ce qu'on ressent que ça n'a pas eu lieu et qu'il n'y a pas une réelle souffrance. Et c'est ce qu'on voit aussi malheureusement beaucoup chez les victimes d'agressions sexuelles, où finalement on a l'impression que tout va bien pour elles et il n'y a pas de souci. Et en fait, parce qu'elles sont pas capables
d'exprimer leur ressenti à ce moment-là qui est beaucoup trop douloureux. Donc vous faisiez un métier d'aide, vous étiez dans la compassion. D'un seul coup, vous avez la sensation de encore mieux comprendre ceux qui sont en détresse. Un peu plus comprendre. Après ma captivité, j'ai été travailler en Égypte, au Caire, sur un poste régional. J'ai vu pour la première fois des jeunes Soudanais qui avaient été réduits en situation d'esclavage. À l'époque, le Sud-Soudan n'était pas indépendant, mais véritablement l'esclavage, où il y a un maître qui vous achète, qui vous fait travailler, qui vous attache le soir. J'ai vu donc ces jeunes, donc c'est des jeunes qui ont été vendus par leurs parents à des maîtres, des types qui s'étaient échappés, à retrouver en Égypte, à demander une protection à notre bureau au Caire, et des gamins qui parlaient pas, qui regardaient leurs chaussures pendant leurs interviews. La peur de retourner dans la rue, peut-être que le maître est là, quoi, mais des gens incapables de parler de ce qu'ils avaient vécu. On savait d'où ils venaient, mais incapables d'en parler. Il a fallu des heures et des heures d'entretien pour commencer à avoir une idée de ce qu'ils avaient pu vivre, parce que la soumission les avait amenés dans un tel état mental qu'on accepte tout, quoi. Et donc il y a des formes de traumatisme comme ça chez les demandeurs d'asile que je peux détecter peut-être un peu plus facilement, et ça va pas être des questions qui vont permettre de débloquer un peu cette verbalisation. Ça va être prendre le thé, jouer au nardi, ou faire un jeu avec, et puis apprendre à se connaître un peu. Mais c'est vrai que pour les administrations, c'est compliqué. Il y a des délais, il y a des procédures et tout ça. Des fois, on peut le faire, des fois, on peut pas le faire. Mais des fois, on passe à côté de traumatismes graves sans le savoir. Et vous, Georges, qu'est-ce que cette expérience vous a appris de l'existence, vous a appris de vous? Mais ça m'a appris que j'en pourrais surmonter des épreuves très, très difficiles et que, effectivement, tout ce qui ne tue pas nous enrichit, finalement, comme disait Nietzsche. Et ça vous fragilise, ça vous renforce aussi. Et ce qui est fou, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a des gens il faut être confronté à des situations anormales comme celle-là pour s'apercevoir. Mais ça peut être un accident de voiture, ça peut être une longue maladie, ça peut être la perte d'un être cher. Il faut malheureusement des accidents dans la vie aussi pour comprendre ce qui a vraiment de l'importance. Puis on s'aperçoit dans ces périodes de privation extrême, il n'y a pas grand-chose qui a d'importance. Oui, c'est vrai, parce que ça, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose qui a d'importance. On survit avec très peu, parce que ce qu'on développe, c'est un instinct de survie. On vit grâce à l'instinct de survie. C'est vrai que c'est là, on bascule, vous disiez, le coffre, etc. Mais on se rend compte, d'une part, qu'il y a une routine de la détention qui s'instaure, et d'autre part, qu'il faut très peu de choses pour survivre. Un peu de soupe, un thé, 2-3 dates, dormir, c'est essentiel, voilà, faire ses besoins. Et c'est tout. Et on survit. Alors, ce sont des expériences qui sont au sens premier extraordinaires. Il y a une part, on l'a bien vu dans ton récit, comme, qui est très émouvant, d'indicible aussi. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, on peut s'en sortir. Et puis, voilà, en étant... en s'écoutant, quoi. Il faut aussi rebondir, quoi. Et ne pas porter ça comme un fardeau trop lourd. Voilà. Et puis... continuer son chemin après. L'autre chose peut-être aussi par rapport... Moi, je sais pas, j'avais une vie très structurée avant. Je planifie le prochain week-end, le jour d'après, les prochaines vacances, le prochain job et tout ça. Cette expérience-là nous a appris, demain, on ne sait pas. Demain viendra peut-être pas. Donc vous êtes différent aujourd'hui? Donc, non, on donne le meilleur de soi-même tous les jours, et il faut dire merci, il faut dire pardon, il faut dire je t'aime aussi souvent que nécessaire tous les jours. Parce que demain, on ne sait pas. C'est ça que j'ai envie de retenir. Merci à tous les deux. Merci sincèrement. Merci Gaël d'avoir été là pour essayer de nous permettre de comprendre comment des êtres humains peuvent surmonter ce genre d'expérience, ce genre d'épreuve. Merci d'avoir pris la peine de replonger dans tout ça, parce que le fait de le raconter, vous le revivez d'une certaine manière. Donc, merci de le faire, mais en tout cas, les raisons pour lesquelles vous le faites, elles sont assez claires. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt sur France 2. Alors qu'ils menaient une existence tranquille, les invités que nous recevrons demain ont fait une surprenante découverte en apprenant qu'ils avaient un frère ou une sœur cachée. Je prends le téléphone, j'appelle. Puis là, j'allais au bout du fil qui est Salut. Salut. Tout de suite, elle part à pleurer. Puis je pense que c'était mon frère. C'est beau. Adoptée à 3 mois, Juliana grandit au Canada et ne connaît que très peu de choses sur ses origines.
Moi, j'ai aucune photo, j'ai rien. Donc, est-ce qu'on m'a dit la vérité? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Par où commencer? Comme Juliana, Paul est originaire de Macao, mais il se sent avant tout canadien. C'est en parlant avec la jeune femme que Paul commence à se demander s'il ne pourrait pas avoir un lien de parenté. On s'est fait présenter par un ami commun. Moi, je veux faire un test ADN pour savoir si c'est ma cousine. Donc, j'ouvre mes courriels. J'ai une réponse du laboratoire qui mentionnait 99,9 % des chances qu'on partage les mêmes parents. Après avoir mis à jour un secret bien gardé pendant 70 ans, Martine choisit de partir sur les traces de sa deuxième famille. Après plein de recherches, j'ai découvert 4 sœurs en Italie. C'est pas possible. C'est formidable. Il faut que je les rencontre.